Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. En ce mois de novembre, nous avons fait une pause pour parler du temps de l'accouchement. Laurette, sage-femme en maison de naissance, nous parle de ce temps unique, celui où on s'autorise à être dans sa bulle, à accueillir chaque instant, à se laisser porter par le rythme du corps et de la naissance. Comment s'offrir le temps nécessaire pour écouter nos sensations ? Comment accueillir pleinement le rythme de notre corps et de bébé le jour J ? Comment vivre ce moment en pleine puissance et en garder un souvenir unique ? Aujourd'hui, Laurette nous partage avec passion son quotidien auprès des familles. Avant de commencer cet épisode, une petite info importante. Notre kit de mantra pour l'accouchement est en cours de financement participatif. Ce kit contient 8 cartes avec des mantras illustrés par nos soins, 7 épisodes Good Vibes de notre podcast, toutes les astuces de la saison 1, ainsi que des références pour accompagner les futures mamans avec douceur et confiance. Nous avons également créé une petite œuvre, une dorure en édition limitée pour conserver un précieux souvenir de cette puissance de femme. La campagne se termine le 31 janvier 2025, on compte sur vous. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour Laurette. Bonjour Julie. Bonjour Laurette, merci d'avoir accepté de venir à notre micro pour parler de la thématique qui est le temps de l'accouchement. Merci de m'avoir invitée. Nous sommes ravis d'entendre aujourd'hui ce que tu as à nous dire et ton point de vue sur la thématique mensuelle. Et pour commencer, comme le veut la tradition de chaque début d'interview, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Laurette Ramel, ça fait 10 ans que je suis sage-femme et ça fait actuellement 7 ans que je suis à la maison de naissance de Guadeloupe. Ça a été un souhait pour moi tôt de pouvoir faire du suivi global. Il y a eu plusieurs choses dans ma vie qui m'ont donné envie de ça. Et surtout un stage que j'avais fait avec une sage-femme qui faisait des accouchements à la maison quand j'étais étudiante. J'avais trouvé la relation qu'elle avait avec les gens vraiment super en fait, de pouvoir les connaître avant. Ça faisait vraiment toute la différence pour moi. Et puis évidemment le côté de pouvoir accompagner les gens dans la physiologie, je trouve ça incroyable en fait de voir les femmes accoucher physiologiquement, les bébés venir au monde aussi librement. En fait, voilà. Et puis là, maintenant que je suis en maison de naissance, les voir de suite chez eux, voir leur parentalité s'installer dans leur cocon, je trouve ça vraiment merveilleux. Donc voilà pour mon parcours. Et avant 7 ans, j'ai travaillé en milieu hospitalier, dans plusieurs maternités, dans plusieurs départements. Et je suis maman d'une petite fille qui va avoir 5 ans. D'accord. Alors, on reviendra peut-être plus en détail avec Capucine sur un peu ton parcours et justement les différents stages ou lieux dans lesquels tu as pu travailler avant d'arriver au temps de naître. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous définir avec tes mots ce qu'est une maison de naissance ? Alors, une maison de naissance, c'est une structure qui est gérée uniquement par des sages-femmes pour la partie administrative, financière, médicale. Et c'est un lieu où on accompagne les couples, les familles, les parents qui souhaitent accoucher naturellement et rentrer rapidement en fait à leur domicile. Donc pour moi c'est même plus que ça parce que c'est quand même un lieu de vie où les gens vont se rencontrer, de par les consultations qu'on va pouvoir proposer, de par les préparations à la naissance qu'il va y avoir, aussi l'association des parents en fait qui vont pouvoir se réunir et pouvoir venir discuter sur des thèmes en fait ensemble, où ça va être vraiment un lieu de rencontre pour moi. Donc c'est riche en fait. Pour moi, ça s'arrête pas à juste une structure médicale où les gens vont venir accoucher ou vont venir avoir un suivi. C'est vraiment un lieu de vie. Merci pour cette belle définition. On va aller
un peu plus voir ce que je disais tout à l'heure, ton parcours et tout le chemin qui t'a amené à tout ce dont tu viens de nous parler. Et ensuite, on parlera donc de la thématique mensuelle qui est le temps de l'accouchement, avec toutes les dimensions que ça implique, que ce soit au niveau de professionnel ou au niveau des usagers. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où tu as été formée, nous raconter un peu ton parcours de formation? Alors moi, j'ai suivi l'école de sage-femme à Montpellier. Donc j'ai fait la première année d'études de médecine et j'ai eu mon concours pour pouvoir entrer à l'école de sage-femme. Initialement, c'est pas du tout un métier que j'avais prévu et j'avais pas franchement de lien avec l'accouchement. Enfin, c'est pas une thématique que je me suis posée comme question en fait dans ma vie jusqu'avant être à l'école de sage-femme. Le métier de sage-femme avait l'air de remplir tout ce que j'attendais de mon métier futur. Et en fait, quand j'ai vu la première naissance, je me suis dit waouh, mais c'est incroyable. Pourquoi En fait, pour moi, la naissance, l'accouchement, c'est un moment qui est magique et j'ai pas de enfin j'ai peu de moments comme ça dans ma vie où je me dis waouh, c'est une connexion qui est folle, quoi. Voilà. J'avais l'impression que je pouvais ressentir ça que par exemple pendant un concert de musique où vraiment on est super je sais pas en transe ou je sais pas comment dire d'être Ouais, dans ce que j'allais dire, quelque chose de transcendant, quoi. voilà, dans cet art qu'on est vraiment. Et en fait, je trouve qu'avec l'accouchement, la naissance, j'ai l'impression que c'est un step supérieur pour moi. Donc c'est vraiment, je suis tellement honorée en fait d'avoir rencontré ce métier dans ma vie, de pouvoir le pratiquer et le pratiquer comme je peux le pratiquer là à la maison de naissance. Que ouais, c'était un vrai cadeau. Donc voilà, j'ai été formée à l'école de sage-femme à Montpellier et comme je vous le disais, c'est vraiment pour moi le stage avec la sage-femme qui faisait les accouchements à la maison qui il y a pas que ça, mais ça a vraiment contribué au fait que je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire du suivi global et vraiment envie de faire de la physiologie. Parce que pour moi, les naissances où les femmes accouchaient sans péridurale, il y avait, pour moi, dans mon âme à moi, il y avait un step supérieur, il y avait quelque chose qui me touchait encore plus. Donc, je me suis dit que c'était vraiment, je pense, ça auquel j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'accompagner ça. C'était un stage en France ou à l'étranger? Oui, Ok. c'était un stage en France avec une sage-femme qui faisait accouchement à la maison à Montpellier. Elles étaient deux. Et c'est ça que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai pas vu de naissance, en fait. Il y a eu une naissance sur le moment de mon stage. Et ça a été super rapide et j'ai pas pu y aller. Mais en fait, c'était pas important pour moi, ça, finalement. C'était vraiment plus de voir, en fait, ce qui se passait. Et j'ai compris que, ben, bien sûr que j'aurais aimé voir une naissance et que ça aurait encore plus contribué à la magie. Mais ça suffisait au fait que moi, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment, vraiment top, quoi, ce qu'elles peuvent faire avec les gens. Et elles acceptent des stagiaires, c'est bien de le savoir aussi pour ceux qui nous écoutent. Ben, l'école était pas trop d'accord parce que la polémique en France sur l'accouchement à la maison est quand même toujours présente. Mais finalement, ben, j'ai pu faire mon truc, quoi. Et voilà, ça s'est passé que elles se sont rendues compte que c'était avec cette sage-femme et que finalement, ben, je sais pas, on était à une semaine du début du stage et bon, mais en fait, elles ont dit OK, quoi. Et en fait, ouais, elles m'ont fait un beau cadeau de m'oublier un peu dans les papiers et puis que je puisse aller faire mon stage avec cette sage-femme et qu'elle accepte aussi, c'est clair. Et si on rentre un peu plus dans le détail de ton expérience, est-ce que tu peux nous dire dans quel type de structure tu as pu travailler ou dans quel autre contexte avant la maison de naissance? Ouais, avant la maison de naissance, donc voilà, j'avais ce projet de faire du suivi global. En sortant de l'école de sage-femme, je me sentais pas du tout prête à pouvoir travailler, à accompagner les accouchements à la maison. Les maisons de naissance n'existaient pas encore. Et je suis partie travailler à l'hôpital à Mayotte. Donc c'est un contexte assez particulier parce que c'est une grosse maternité avec peu de personnel. J'ai travaillé à l'hôpital central à Mayotte et j'ai aussi travaillé en dispensaire. Donc c'est aussi particulier parce que en dispensaire, ben il y a pas de médecin sur place, il y a que des sages-femmes. C'est des espèces de maisons de naissance entre guillemets un peu détournées. Bon, c'est même pas des maisons de naissance, mais voilà, c'est des maternités où ben il y a pas de médecin et puis si on a besoin, bon, on va transférer à l'hôpital central qui a 1 heure de route. Donc c'est un peu particulier au contexte mahorais. Pour moi, c'était génial parce qu'en fait, ben, les femmes, en ma grande majorité, elles vont accoucher physiologiquement. Voilà, c'est très intéressant médicalement pour les sages-femmes de pouvoir travailler à Mayotte. C'est vraiment
beaucoup d'autonomie de la sage-femme. C'était vraiment une expérience forte pour moi qui a été vraiment chouette. Je parle qu'en termes professionnels, mais en termes culturels, en termes de développement de l'ouverture à l'autre et tout, c'est merveilleux. Franchement, une expérience merveilleuse. Après, j'ai travaillé dans 2 maternités de niveau 1 en métropole. Voilà, dans le Lot et dans l'Aude. Donc c'était intéressant parce qu'en niveau 1, on est souvent seule sage-femme en salle d'accouchement. C'est des petites maternités, donc c'est des expériences qui sont aussi intéressantes. Et après, je suis partie travailler à Cayenne, en Guyane, qui est un niveau 3 où il y a quand même pas mal d'accouchements. Voilà, je pense que j'avais fait le tour là de... J'avais fini pour moi, j'en avais marre en fait d'être dans ce contexte hospitalier. Et puis dans le contexte aussi de ce que je vous racontais, en fait, la relation avec les gens. Finalement, à l'hôpital, on les voit 12 heures sur le temps de notre garde, et puis après, c'est fini. Des fois, quand on a pu être là à la naissance de leur bébé, si on revient le lendemain, par exemple, on peut aller revoir les gens dans le service, rediscuter un peu avec eux, mais ça le permet pas beaucoup. Et même si on arrive à faire ça, en fait, ça va pas durer. Enfin, c'est des temps qui sont courts, quoi. Voilà. Et moi, j'avais fait le tour de ça, j'avais plus envie de travailler comme ça. Et donc, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que la maison de naissance de Guadeloupe était en train d'ouvrir, et je me suis dit, waouh, ce serait tellement le rêve. Et mon rêve s'est réalisé. Voilà. Et tu savais ce que c'était le principe avant de voir ça sur les réseaux? J'en avais une bonne idée, je savais pas exactement, mais j'en avais une bonne idée parce qu'en fait, la sage-femme avec qui j'avais fait donc le stage des accouchements à la maison, qui fait des accouchements à la maison, avait essayé de monter une maison de naissance à Montpellier, en fait. Il y a déjà un bon temps, il y a déjà 20 ans, en fait. Ah oui. Et bon, finalement, ça avait pas pu... elle avait le lieu, etc., qui était vraiment proche de l'hôpital, mais ça avait pas pu se faire comme tel, donc on avait pu pas mal en discuter. Donc j'avais une bonne idée de ce que ça représentait. Après, dans ma théorie et dans la pratique, ça a été une autre découverte. Oui, j'imagine. C'est jamais pareil ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Et du coup, tu disais que tu as vu sur les réseaux. Est-ce que c'était par hasard ou est-ce que tu cherchais quelque chose en lien avec ça ou ça est passé sur ton fil d'actualité Ah, je sais plus comment ça s'est passé. Mais peut-être que, en fait, ça fait très longtemps depuis que je suis étudiante que je suis sur un groupe où les femmes racontent leur accouchement à la maison. Et en fait, je vous ai parlé de ce stage avec la sage-femme qui faisait des accouchements à la maison, mais au début, il y a toute ma découverte de qu'est-ce que c'est un accouchement, en fait, de voir les femmes accoucher naturellement, enfin sans péridurale en tout cas. Et après d'écouter les récits des femmes en fait qui accouchent à la maison et de me dire mais comment elles peuvent vivre ça en fait? Comment ça se fait que dans ce qu'elles racontent, de ce qu'elles ont vécu, ça n'a rien à voir avec ce que je vois moi, étudiante en fait en hôpital quoi. Je me disais mais est-ce que c'est réservé pour sur un certain type de femmes en fait qui, je sais pas, sont peut-être plus connectées à elles ou qui le vivent différemment. Enfin, comment ça se fait que je vois pas ça quoi? Voilà. Et quand j'ai vu la sage-femme qui faisait l'accouchement à la maison, même si j'ai pas vu d'accouchement, j'ai compris que il peut se passer autre chose en fait. Et donc, est-ce que c'est par ce groupe que j'ai vu la page Facebook en fait qui commençait à se monter de la maison de naissance? Peut-être. Je sais plus franchement. Oui, c'est pas important, mais c'est hyper intéressant de voir que c'est en allant écouter ces femmes aussi que tu as compris certaines choses sur les groupes, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller travailler dans cette maison de naissance? Parce que tu disais c'est le rêve, mais bon, du rêve à la réalité, il y a tout un chemin. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a été le déclic ou l'opportunité qui t'y a amené? C'est vraiment, c'est vraiment le destin, je pense. En fait, il se trouvait que j'habitais en Guyane et mon conjoint habitait en Guadeloupe. Il avait une proposition de poste en Guyane et moi j'ai cherché à pouvoir travailler en Guadeloupe. Et comme j'avais vu la maison de naissance, je me suis dit, en fait, dans mon idée, il n'y avait pas de poste à la maison de naissance. Pour moi, c'est tellement génial de travailler à la maison de naissance que je me suis dit, il n'y aura jamais de poste pour moi. C'est inaccessible. Inaccessible, voilà. Donc, je suis allée dans la maternité partenaire à ce moment-là de la maison de naissance du temps de naître. Et je suis allée voir la cadre pour déposer mon CV, pouvoir parler avec elle. Mais en fait, je n'avais aucun attrait à travailler dans cette maternité. Donc, pendant tout le temps que je l'ai vue, je n'arrêtais pas de lui poser des questions sur et la maison de naissance, et la maison de naissance, et la maison de naissance. Et puis, je pense qu'elle en avait ras-le-bol de l'entretien. Elle a dû se dire, mais pourquoi elle vient, en fait? Et elle m'a dit, écoute, viens, parce qu'il y a la sage-femme de la maison de naissance qui est là aujourd'hui, donc tu vas pouvoir lui poser tes questions. Et en fait, j'étais
Oh là là, c'était tellement fort de rencontrer Olivia, j'étais tellement émerveillée. Je suis restée assise là pendant 1 heure et demie à attendre qu'elle finisse avec le couple qu'elle était en train de voir ce jour-là. Et puis j'étais trop contente. Et ça s'est fait super facilement en fait, naturellement. Je suis rentrée à Cayenne, j'ai posé ma démission et puis 1 mois et demi après j'étais à la maison de naissance. Oui, un beau destin alors. Ah oui. Merci pour toutes ces explications. On va parler un peu plus de la thématique du mois maintenant et puis peut-être du coup de ta pratique et on reviendra sur ce que ça t'a fait plus tard. Donc, comme je disais tout à l'heure, la thématique du mois, on parle justement du temps de la naissance. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, tu travailles dans la maison de naissance qui s'appelle le temps de naître. Donc, je pense que c'est assez opportun et intéressant que ça puisse être toi qui réponde à tout ça. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe pour toi lorsqu'une patiente t'appelle pour un accouchement, qu'elle t'appelle et qu'elle te dit « ça y est, c'est le jour J ». Quelles actions est-ce que tu mets en place et comment t'anticipes les heures à venir? Alors, je ne sais pas si vous avez parlé de ça dans les podcasts, de voilà comment les phases du travail physiologique, enfin, en tout cas ce qu'on retrouve un peu similaire chez chaque femme qui accouche. Mais en fait, je pense qu'on est dans le même état que la femme, dans le sens où quand la femme elle a ses premières contractions et qu'elle se dit waouh, celles-là elles sont plus puissantes, plus intenses. Voilà, ça fait 9 mois que j'attends. Enfin, pas forcément que j'attends, mais en tout cas, voilà, c'est le jour J, je vais accoucher. Ces contractions-là, elles vont m'amener à accoucher, en fait, à rencontrer mon bébé. Mais souvent, les femmes, elles sont super excitées, super en joie, super contentes. Des fois, ça dure pas. Parce que finalement, les contractions d'après sont tellement intenses qu'on se dit, ouh. Mais, en fait, moi, je suis super excitée, quoi. Je suis tout le temps trop contente qu'on m'appelle, là. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Mon conjoint il rigole souvent beaucoup de ça parce qu'il me dit, mais comment à 3 heures du matin, tu peux avoir une voix genre, oui, allô? Ben déjà, en tant que sage-femme, c'est beaucoup évaluer la situation. Est-ce que cette femme, elle a besoin imminemment qu'on se retrouve, cette femme, ce couple, voilà, ses parents, cette famille, se retrouve directement à la maison de naissance là maintenant, en fait, c'est quelque chose d'imminent. Ou est-ce que, en fait, ils vont pouvoir rester chez eux tranquillement, essayer de dormir encore, prendre un bain, enfin voilà. Donc déjà, ça va être ça la première chose à évaluer. Et moi, personnellement, en tant que sage-femme, c'est souvent le moment de continuer à dormir si c'est la nuit. Sinon, programmer toutes mes affaires et mes contraintes familiales qu'il peut y avoir pour pouvoir me rendre pleinement disponible à ce moment. D'accord. Et tu viens de nous dire donc que tu étais pleine d'excitation comme la femme, que en effet la première chose à faire une fois cette phase d'excitation passée, c'était d'évaluer si c'était imminent ou pas. Et donc les ressentis de la sage-femme ont une place plutôt importante dans justement le suivi global et l'accompagnement à l'accouchement physiologique. Et on se demandait comment tu détermines ça, ce dont tu viens de nous parler, ce bon moment pour proposer au couple de venir à la maison de naissance après le premier appel. En fait, est-ce qu'il y a des critères sur lesquels tu te bases, que ce soit dans ce que la femme peut te dire ou te faire entendre, si c'est pas des mots, ou peut-être par rapport à ce que le conjoint peut te dire de ce qu'il est en train de voir ou constater au niveau de sa partenaire? Alors, sur ça, c'est vraiment très, 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 très divers suivant les familles. C'est pour moi tout l'intérêt de les connaître déjà avant, en fait, d'avoir eu ce suivi global. C'est que quand j'étais sage-femme à l'hôpital et que les gens m'appelaient, j'avais pas d'autre choc de leur dire, tu sais, viens à la maternité, on va faire le point ensemble et puis on verra, quoi. Si tu restes à la maternité ou si tu rentres chez toi. Personnellement, je trouve ça assez inconfortable de faire sortir les gens de chez eux pour aller se déplacer dans un lieu. Donc, c'est pas grave si on doit repartir à la maison, mais c'est quand même chouette de se dire, on a le temps, on peut se temporiser, on peut voir. Et pour moi, ça, c'est vraiment tout l'intérêt du suivi global, c'est qu'on les connaît avant et qu'on voit bien que, tu sais, à ce moment-là, cette dame, elle est pas du tout pareille que d'habitude, en fait. Voilà. Donc, je vais pas avoir beaucoup de repères, genre temporel, genre elle va m'appeler, je vais lui demander si elle a une contraction toutes les 3 minutes et demie, 5 minutes, 2 minutes, enfin tout ça pour moi ça ne fait plus beaucoup de sens
dans le sens où j'ai vu des femmes accoucher avec une contraction par 10 minutes. Donc en fait, si j'attends qu'elle ait une contraction par 3, ça n'arrivera jamais en fait. Donc Ça arrivera trop vite. voilà, donc ça n'a plus de sens en tout cas. Oui, la plupart des femmes vont accoucher avec une contraction par 3 minutes, mais oui, il y a des femmes qui vont accoucher avec une contraction par 10 minutes. Et oui, il y a des femmes qui vont avoir une contraction par 3 minutes pendant 4 jours en fait, et c'est voilà. Donc c'est plus un repère finalement. Ouais. Donc ça va être plus de pouvoir discuter, voilà, comment est l'intensité, est-ce que ça augmente, est-ce que l'intensité elle est toujours la même. Des fois c'est la femme qui va nous appeler et des fois c'est elle qui va déclencher le départ, mais le plus souvent ça reste le compagnon. Bon, je dis le compagnon parce qu'à la maison de naissance, le temps de naître, on n'a pas eu de monoparentalité, enfin pas monoparentalité, mais un couple où ce serait 2 femmes par exemple. Une famille homoparentale, Voilà, ouais. merci pour le terme. Ou par exemple une autre personne qui accompagne la mère. Je pense souvent il y a des mères qui accompagnent la mère de la patiente qui accompagne la dame qui va accoucher. En tout cas, le plus souvent c'est l'accompagnant qui appelle et c'est le plus souvent à ce moment-là qu'on se dit ouais, il y a vraiment quelque chose qui a changé et qui va faire qu'on va partir. Et c'est souvent avec l'accompagnant qu'on parle, à voir, comment tu la vois, en fait. Parce que tant que la maman est en train de parler consciemment, c'est que souvent encore, on a du temps. Et je dis souvent, et je mets des pincettes et je mets des guillemets, parce que j'ai vu aussi des femmes qui m'appelaient. Je me rappelle d'une femme assez incroyable que j'ai accompagnée. Je vais pas mal illustrer parce que je trouve que c'est toujours par là, mais elle est venue avec sa propre voiture et je lui dis mais en fait tu vas pas venir à la maison de naissance avec ta voiture. Mais si en fait son conjoint était sur une autre île en fait et ne pouvait prendre le bateau que le matin à 6h et là c'était 5h30 donc elle était seule chez elle, enfin seule dans le gîte dans lequel elle était. Elle me dit si t'inquiète et tout Laurette, j'arrive. Et en fait elle est venue à la maison de naissance et puis 3/4 d'heure après elle avait accouché en fait. Donc bon, c'est pas la majorité des femmes mais c'était juste mais comme quoi, incroyable. Il y a tout pour faire un monde, quoi. Oui, et en fait, c'était vraiment extrêmement calme. Elle était très calme. C'était bluffant, quoi. Voilà. Donc, le plus souvent, ça reste les accompagnants et c'est le plus souvent, c'est avec eux qu'on discute et voir, voilà, est-ce que ça a augmenté? Comment tu la sens? En fait, voilà. Qu'elle se mette bien dans sa bulle, en fait, la femme, avant de pouvoir venir à la maison de naissance parce que c'est pas rien, quand même, de prendre la voiture, de se déplacer. Des fois, en Guadeloupe, elles peuvent avoir, mais bon, comme j'imagine dans toutes les autres maisons de naissance, pas mal de routes, en fait, avant de venir à la maison de naissance. Donc, on attend bien ça, qu'elle soit bien mise dans sa bulle, en fait, que ça la perturbe le moins possible le trajet. Et des fois, comme je vous racontais l'exemple de cette femme, c'est la femme qui nous appelle, en fait, et puis, à sa voix, ce qu'elle nous raconte, on y va, quoi. Je trouve ça assez fou. Enfin, surtout que souvent, enfin ça dépend des gens, mais il y a une chance sur 2 pour que la voiture augmente l'intensité des contractions. Moi, impossible de conduire. Je viens en rampant à la limite, mais je trouve ça fou, quoi, qu'elle est Ouais. que si loin dans l'accouchement, elle ait réussi à faire ça, quoi. Elle était pas très loin de la maison de naissance, mais et en fait c'est l'aplomb qu'elle a eu. Je me suis dit mais bon en fait peut-être qu'elle est en tout début de travail et que elle va venir et j'étais prête à passer la chercher même pour vous dire. Mais elle m'a dit non en fait je vais venir Laurette. Il y a pas de voilà je viens là. Ok. Et en fait je me suis retrouvée vraiment je sais pas comment dire au pied du mur, mais en fait voilà ça s'est passé comme ça quoi. Ah mais c'est chouette. Merci en tout cas pour cette anecdote, elle était très intéressante. Et est-ce que ton expérience, donc tu viens de dire qu'il n'y avait pas de critères finalement particuliers, qu'il existe de tout, comme tu viens de très bien l'illustrer avec cette femme qui a su prendre la voiture juste avant d'accoucher. Mais est-ce que malgré tout, ton expérience au fil des années et dans ta pratique à la maison de naissance t'a permis de développer quand même une sensibilité particulière face aux contractions ou en tout cas à ce que tu peux observer dans le corps de la personne qui accouche? La question est grande. Alors, oui, on apprend beaucoup à la maison de naissance. Sur cette partie, pour moi, clinique, en fait. Dans le sens où c'est rare qu'on examine les femmes. Je sais plus exactement nos chiffres, mais en tout cas, je pense que 90% des femmes, je les ai pas examinées. Donc, je parle de ça, quand je dis examiner, c'est regarder leur col, en fait, regarder le col, comment il est ouvert, parce que c'est quelque chose sur lequel on se base beaucoup quand on est à l'école de sage-femme et quand on est sage-femme à l'hôpital. C'est un vrai point de repère pour les professionnels de se dire, tiens, cette femme, elle a 3 cm, elle a 7 cm, elle est à
dilatation complète. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de dire, elle est en travail, elle est pas en travail, elle va accoucher dans tant de temps, ou en tout cas, on s'attend à telle cinétique de dilatation. Mais en fait, pour moi, maintenant, à l'heure actuelle, après mes 7 ans en maison de naissance, oui, ça, c'est un reflet du temps T. Voilà. Ça veut dire, à ce temps-là, elle est comme ça, mais ça ne prédit absolument pas quand c'est qu'elle va accoucher. Pour vous illustrer, je me rappelle d'une femme, c'était son premier, en fait, et elle avait un col, à un doigt. Donc, soi-disant pas en travail, tout début du travail ou pas en travail, et en fait, elle a accouché 1 heure après, quoi. Et ces contractions, c'était tellement, waouh, tellement puissant que, ouais, il y avait pas le choix pour elle qu'elle accouche très longtemps après. Donc oui, on développe beaucoup de sensibilité clinique en fait à pouvoir se dire tiens, elle doit en être là dans son travail, mais même au-delà de ça en fait, au-delà se demander où c'est qu'elle en est, c'est plus que comme on est tout le temps avec les parents en fait à les accompagner. Alors tout le temps ou pas tout le temps, il y a des gens qui ont besoin d'un vrai espace d'intimité et qui sont débordés par le fait qu'il y ait des gens qui soient à côté d'eux, mais j'y reviendrai. Pour moi, quand je suis dans un accouchement, forcément que je vais regarder aussi comment ça se passe, le déroulé, le temps, etc. Parce que si les gens m'ont invité à leur naissance, c'est pour une sécurité médicale et le temps va faire partie de la sécurité médicale. Mais quand même, on est vraiment souvent corps à corps ou vraiment avec les gens à les accompagner. Et finalement, le temps que ça va prendre, c'est plus si important que ça. Voilà. Donc, plus que de se dire on est dans un contexte où on se dit tiens, là, elle doit être à 7 ou elle doit être à machin et le bébé il va arriver dans tant de temps, c'est plus tellement ça pour moi qui compte, mais plus de me dire tu sais, on l'accompagne dans ce qu'elle est en train de vivre, là c'est calme, là voilà, on est en train de la masser, la femme est bien et en fait on continue à rouler comme ça, ou alors tiens, là elle est à son pic de en fait ça va jamais marcher, j'y arriverai jamais, ça fonctionne pas votre affaire, c'est pas vrai, il y a plus rien qui se passe, là je sens rien, et en fait on se dit que oui, probablement que l'accouchement est imminent, en tout cas pas loin, et on va se dire que on l'accompagne dans cette phase qu'elle est en train de vivre, qui est difficile pour elle, ou alors on accompagne le fait qu'elle sent son bébé qui descend dans le bassin et que c'est encore des nouvelles sensations et que ça, waouh, tout à coup on se dit c'est vraiment différent d'avant. Donc oui, avec le temps, on a développé des choses cliniques qui nous font dire tiens, cette femme ça avance. En fait, c'est plus qu'on a développé des choses dans ce qu'on voit des femmes qui nous font dire que ce travail, il avance et qu'on n'a pas besoin d'aller l'examiner pour attester que son travail est en train d'avancer. Voilà. Mais pour moi, à l'heure actuelle, savoir à combien elle est de dilatation, oui, ça me donne un repère clinique et ça peut me donner des repères cliniques si jamais je me dis tiens, cette femme, son col s'ouvre vraiment pas et en fait, il y a un problème mécanique, hormonal, tout ce qu'on veut. Mais c'est plus tellement ça qui est important pour moi. Voilà, c'est plus de voir qu'elle est en train de bien passer toutes ces phases de l'accouchement, tout ce qu'elle doit vivre, elle, dans le temps qu'elle a besoin de le vivre, et que tout se passe normalement avec ça, et qu'elle a toujours le soutien nécessaire pour elle qui lui est important. Je sais pas si vous sentez la nuance de ce qu'on s'attend à vivre, enfin ce qu'on s'attend à vivre en tant que professionnel, à se dire tu sais, elle a dilaté toutes les 4 heures, tant de centimètres, nanana. Et puis là, le contexte de ok, ça peut nous donner une idée, ça peut nous donner un repère, ça peut nous dire cette femme c'est vraiment pathologique ce travail, en fait c'est plus pour la maison de naissance et il y a besoin de médicaliser plus que ça l'accouchement. Et là c'est plus se dire que tu sais, ça prend du temps aussi l'accouchement et qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour chaque femme. Il y a des femmes qui vont accoucher très rapidement et il y en a d'autres ça peut prendre plus de temps, et en fait tout ce qu'elle est en train de vivre c'est ok. Oui, je comprends bien, mais justement, je voulais te demander, qu'est-ce qui fait, à part peut-être le toucher vaginal que tu viens d'évoquer, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas te dire que c'est un travail qui progresse lentement, en tout cas qui prend plus de temps que certaines autres, et c'est normal, il n'y a rien de pathologique, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas te dire, ok, là, on tombe dans quelque chose d'autre, le travail n'évolue plus, sur quel signe ou quel critère, justement, tu vas réussir à faire la différence entre ces deux situations? Alors,
Déjà, moi, je me fie sur des connaissances hormonologiques, c'est que le relargage de l'ocytocine, il est cyclique. Donc, l'ocytocine, c'est ça qui fait contracter l'utérus. Voilà. C'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté consciente. C'est une activité qui est autonome au corps d'accoucher. C'est une activité qui est archaïque. C'est du même ordre que, par exemple, la digestion. C'est pas vous qui dites à vos intestins, contracte-toi de façon machin pour faire que ma digestion avance. Voilà. Donc, pour l'activité de l'accouchement, c'est pareil. C'est pas nous qui disons à notre utérus, ben, vas-y, contracte-toi maintenant et contracte-toi maintenant. C'est une activité qui est autonome et archaïque. Donc, déjà, les relargages d'ocytocine, ils sont pas faits de façon tout le temps à la même, de façon tout le temps à la même fréquence. C'est fait de façon pulsatile et c'est des cycles qui durent en gros 1h30. D'accord. Donc déjà, moi je me laisse au moins 3 à 4 heures, voire des fois 5 heures avant de pouvoir examiner une femme. Parce que dans ce laps de temps-là, il y a dû avoir 2, 3 relargages d'ocytocine. En tout cas, voilà, des cycles d'1h30 où il y a eu ces cycles pulsatiles d'ocytocine. Donc déjà, c'est à voir comment cette femme, elle reçoit ces cycles d'ocytocine. Comment ça se passe pour elle, en fait. Donc, c'est ça que je vais regarder. Et je vais regarder, est-ce que dans ces laps de temps de 4 heures, 5 heures, je vous dis 4 heures, 5 heures, mais des fois c'est 6 heures quand je vois que c'est vraiment un tout début de travail, que c'est encore ce qu'on appelle la phase de latence, c'est-à-dire que la femme n'est pas franchement en travail. Oui, il y a des contractions qui l'occupent, mais c'est pas encore les contractions qui vont vraiment pouvoir permettre d'amener la femme dans des grandes dilatations. Donc voilà, comment elle le tolère et est-ce qu'il y a des modifications? S'il y a aucune modification, que c'est toujours pareil, que je vois la femme toujours dans le même état en fait et que je vois pas de signes franchement qui me font dire que c'est différent pour elle. Et quand je dis c'est différent pour elle, c'est beaucoup dans son état de conscience. C'est-à-dire que les femmes, plus elles vont aller dans des grandes dilatations, et plus on s'attend, c'est pas toujours comme ça, mais plus on s'attend à ce que elle soit dans un niveau de conscience qui soit modifié. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment dans sa bulle, qu'elle soit le plus possible dans son activité archaïque et autonome de l'accouchement, donc qu'elle soit un peu, entre guillemets, déconnectée. Voilà. Donc si pendant ces 4-5 heures de temps, je vois qu'en fait, les contractions, c'est toujours les mêmes, il y a toujours la même intensité, ce qu'elle décrit des sensations, c'est toujours pareil, et que son état de conscience est toujours le même, c'est souvent à ce moment-là que je vais me dire, j'ai besoin de savoir, en fait, à ce temps T, où c'est qu'elle en est de la dilatation. Donc, on fait le point, on regarde où on en est, voilà. Et après, on refait le point, après quelques cycles d'ocytocine, à voir ce que ça donne, quoi. Alors, en pratique, c'est ça qui va m'aider, qui va m'orienter. D'accord. Mais du coup, à quel moment, donc tu laisses passer ce premier laps de temps, si à un moment donné, comme tu viens de nous le dire, tu vois que tu as besoin d'un repère supplémentaire, au bout de 4, 5, 6 heures, peu importe, tu proposes un toucher vaginal pour avoir un repère supplémentaire, tu relaisses passer quelques cycles finalement de largage d'ocytocine, et qu'est-ce qui se passe si le constat reste le même? À quel moment tu considères que là, ça devient vraiment trop long, voire pathologique, et du coup, à quel moment et dans quelles conditions tu proposes un transfert? Déjà, en obstétrique, on a quand même des garde-fous, entre guillemets, comme j'appelle ça. C'est-à-dire qu'on nous a donné des chiffres, des temps, qu'on ne doit pas dépasser sur temps de dilatation. Donc, en gros, avant 6 cm, on considère qu'il faut qu'il y ait 1 cm qui soit pris toutes les 4 heures. Ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. En 2017, ça a changé. Ça a été une nouvelle recommandation en France, parce que jusque-là, on était sur 1 cm par heure. Donc, c'est très court. Bon, il y a des femmes pour qui ça va se faire très facilement, mais il y a des femmes pour qui 1 cm par heure, c'est inaccessible. Elles vont vraiment mettre plus de temps que ça. Et sans que ce soit problématique, en fait. Et depuis 2017, ces garde-fous ont vraiment augmenté en France, puisque c'est 4 heures avant 6 cm et 2 heures au-delà de 7. D'accord. Donc ça, c'est nos repères qu'on a, qui sont instaurés en France dans notre recommandation clinique. Donc, du moment, pour moi en tout cas, du moment où j'ai examiné une femme, je vais respecter ces garde-fous le plus possible, voilà, pour me dire, là, en fait, on est dans un travail qui, finalement, n'avance pas comme il devrait, entre guillemets. Et si pour moi, il y a aucune évolution, non plus clinique, comme ce que je vous racontais de
Les contractions peuvent être plus intenses, les sensations sont différentes, l'état de conscience de la maman est différent. Si en fait on est toujours sur la même chose, avec toujours la même dilatation dans ces laps de temps-là, ben c'est là qu'on va pouvoir organiser un transfert. D'accord. Les moments où je peux me laisser un peu plus de marge de manœuvre, mais pour moi pas tellement non plus, parce qu'une fois qu'on a examiné, une fois que ben voilà, on s'est dit qu'on allait regarder et qu'on allait se dire ben qu'est-ce qu'on fait de cet accouchement, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait dire que ça se passe pas tout à fait normalement. Si par exemple ben on voit que tout à coup les contractions elles sont vraiment différentes, l'état de conscience est différent, ce qu'elle ressent la femme c'est différent, il y a quelque chose qui se passe vraiment complètement différemment, on peut se laisser un peu plus de temps pour voir se dire ben ça y est, peut-être que il s'est passé quelque chose dans le corps de cette femme, et comme je vous dis, l'ocytocine c'est quelque chose qui est pulsatile. Donc forcément que toutes les femmes ne vont pas dilater au même moment, à la même vitesse. Ça peut être complètement différent, quoi. Ouais, bah oui, chacune a son rythme finalement. Et du coup, tu viens de dire quelque chose que je trouve intéressant. T'as dit qu'est-ce qui fait que cet accouchement n'est pas tout à fait normal? Oui. On parle de quelque chose finalement de l'ordre du ressenti. Et comment tu parviens à faire confiance à tes ressentis? Est-ce que c'est quelque chose d'inné chez toi, ou est-ce que tu l'as acquis en étant témoin de tous ces accouchements, particulièrement peut-être justement des accouchements physiologiques? Non, je pense que on l'acquiert avec l'expérience et le fait d'être témoin, de toutes ces naissances physiologiques, et de voir qu'est-ce qu'on s'attend à vivre en fait normalement à cette phase-là, et après c'est toujours à remettre en balance, et c'est toujours ça qui est intéressant, c'est de connaître les gens avant, parce que pas qu'on sait comment ils vont accoucher, hein, c'est pas parce que on a rencontré les gens avant qu'on sait forcément, mais en tout cas ça nous donne des clés sur, comme je disais tout à l'heure, l'état de conscience qui peut être modifié, et qu'on voit que la femme elle est pas comme on la connaît d'habitude et tout. Donc oui, pour moi c'est le fait de connaître les gens, et le fait d'en avoir vu plein d'accouchements et de voir à peu près à quoi on s'attend à ce moment-là, qui nous fait dire que tu sais, là il y a quelque chose qui se passe qui est pas tout à fait normal, et aussi le fait qu'on soit seul avec elle. Voilà, parce que moi j'avais jamais observé ça encore à l'hôpital comme je vous raconte là, parce que j'étais jamais seule avec les gens, j'avais toujours d'autres personnes à m'occuper, voilà, 3, 4 couples à s'occuper en même temps. Et quand bien même j'aurais eu qu'un seul accouchement à m'occuper, c'est pas du tout la même disponibilité mentale, parce que il y a un coin dans notre tête qui nous dit, et si il y a une autre famille qui arrive, il faut que je sois prête aussi pour l'autre famille. Et ça, en fait, dans l'instant présent, ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas pour moi, je parle que de moi, mais c'est dans mon instant présent, ça n'a rien à voir pour l'accompagnement des familles, en fait. Voilà. Oui, tout ça me fait dire que, tu sais, à ce moment-là, il y a un truc qu'on aurait pu attendre. Voilà, par exemple, les contractions s'augmentent, ou les sensations de la femme sont différentes, ou même ce qu'on voit de son bassin, hein, parce qu'il y a des femmes, on voit bien le bassin qui est en train de s'ouvrir, les sacroiliacs qui bougent, mais ça se passe pas, il y a rien qui se passe à ce moment-là. D'accord. Pour moi, les accouchements longs et les accouchements qui sont dystociques et les accouchements qui vont demander en fait une médicalisation supplémentaire, ça reste extrêmement rare. Voilà. Souvent, on est très pressé en obstétrique, mais là, il faut bien se replacer dans le contexte dans lequel on parle à l'heure actuelle. Bon, déjà, on est en 2024, je sais pas, hein, peut-être que dans 10 ans, on se donnera d'autres chiffres encore pour les naissances, on aura d'autres repères nationaux. Là, dans le contexte dans lequel on se place, c'est qu'on est en maison de naissance, avec une grossesse physiologique, avec un accouchement où la mise en travail a été spontanée. Donc, en fait, avec un bébé qui est prêt à vivre son enfantement. Voilà. Donc, il y a toutes les ressources en lui pour le faire, en fait. Oui, on parle pas de déclenchement, de prématurité ou de quoi que ce soit. Exactement. Voilà, je veux dire, on parle d'un bébé qui est prématuré, qui arrive à 7 mois de grossesse, on va pas attendre un travail qui va durer pendant X temps, c'est clair. En fait, cet enfant, il n'aura sûrement pas les ressources d'y faire face. Là, on parle d'un bébé qui est, où tout se passe bien. Et il y a ça aussi, c'est que, moi, je vous ai dit tout à l'heure que, oui, je vais quand même regarder le temps, la montre et tout, pendant les accouchements, même si on est baigné par l'ocytocine de la mère et que souvent, la notion du temps, c'est ça devient, on se dit c'est de cette heure-là déjà. Mais on a quand même un œil sur notre
Ben là, en l'occurrence, à la maison de naissance, sur notre téléphone pour voir l'heure, parce qu'on n'a pas de pendule dans la pièce, volontairement pour pas que la femme soit dans une histoire de temps, en fait, parce que c'est terrible d'avoir une histoire de temps pendant l'accouchement. Mais du coup, on va venir écouter régulièrement les bruits du cœur du bébé parce qu'on pratique l'auscultation intermittente, c'est-à-dire que les mamans n'ont pas un monitoring tout le temps autour du ventre. On vient avec un Doppler, donc c'est une petite machine où on peut enregistrer les bruits du cœur du bébé. On vient régulièrement les écouter. Et on a, pareil, en fait, des normes, en fait, pour que cette auscultation intermittente soit aussi efficace que d'avoir un monitoring en continu. Donc, on va venir écouter toutes les 20 minutes, pendant 5 minutes pendant le travail, et toutes les 5 minutes pendant la phase où le bébé descend dans le bassin. Donc, on a quand même cette notion de temps. Et quand je vous dis qu'on peut laisser du temps aux femmes, c'est dans un accouchement qui va bien, un bébé qui va bien. Voilà, il n'y a rien de plus, en Oui, fait, bien que sûr, ça. oui. T'as dit que vous étiez baigné aussi dans l'ocytocine de la mère et que finalement, vous aussi, vous perdiez un peu la notion du temps. Alors, moi, je me suis posé la question aussi par rapport justement à ce temps qui est un peu dilaté en maison de naissance, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de repère pour la mère au niveau, justement, tu viens de dire, il n'y a pas de pendule, etc. Et que finalement, vous aussi, vous êtes dans un processus où vous respectez énormément le temps unique pour chaque femme. Vraiment en fonction de ce qu'elle a besoin de vivre et ce que le bébé est en train de mettre en route pour lui aussi venir au monde. Mm. Est-ce que ça vous arrive d'être vraiment d'être perdu dans le temps, c'est-à-dire de perdre un peu la notion du temps ou au contraire, peut-être parfois être dans de l'impatience ou dans de l'ennui, je sais pas. En fait, c'est spécial. Moi, j'ai l'impression que quand on rentre dans un accompagnement, dans une naissance, comme je disais tout à l'heure, tu sais, t'es baigné par l'ocytocine et tu perds la notion du temps sans la perdre parce que comme je disais, on est quand même, tu sais, moi, je suis assez rigoureuse sur ça, là, pour écouter les bruits du cœur du bébé. Enfin, je me dis que ma mission première, si je suis là pour les accouchements, si les gens m'ont invité à ça, c'est pour leur permettre la sécurité médicale. Sinon, ils font ça chez eux tranquillement, ils ont besoin de personne. Enfin, grossièrement. Oui. Mais en gros, si les gens viennent pour accoucher quelque part, c'est pour la sécurité médicale. Donc moi, je suis assez rigoureuse à me dire que il faut que j'écoute les bruits du cœur régulièrement du bébé. Enfin, c'est ça mon taf en fait, c'est ça ma mission. En plus d'autres, mais c'est ça ma mission. Et donc du coup, je suis assez, enfin, je regarde régulièrement l'heure pour savoir, voilà, souvent moi je prends pile 20-40 pour pouvoir savoir quand c'est que j'écoute les bruits du bébé. Voilà, s'ils sont normaux. Et en fait, de ce fait-là, je sais l'heure qu'il est, mais dans mon corps, je suis perdue dans les sensations. Tu vois, il y a vraiment cette dilatation du temps. Comme une femme qui accouche, en fait, elle saura pas dire si ça fait 3 heures qu'elle est là ou si ça fait 5 minutes. Tout à fait. Grossièrement. Voilà. Et en fait, oui, dans mes sensations, je sais plus combien de temps ça fait que je suis là, même si rationnellement, je suis au courant. Ça a pu m'arriver d'avoir de l'impatience, mais plus dans le sens où je me dis, mais en fait, j'aimerais pour la femme que ce soit fini parce que des fois c'est super intense et qu'on se dit la pauvre c'est quand même un sacré chemin et voilà, enfin ce serait chouette pour elle que ça y est, elle sente son bébé descendre et ça y est, elle ait de l'espoir parce que des fois ce qui est difficile pour nous en tant qu'accompagnants et ce qui est difficile aussi pour les accompagnants, les pères, voilà les gens qui sont là pour de la famille en fait qui accompagnent la femme, c'est qu'on se dit des fois attends mais ça fait tant de temps qu'elle est là, elle a toujours pas accouché. Et en fait, est-ce que c'est vraiment complètement normal? Nous, on peut l'attester parce qu'on est sage-femme, qu'on en a vu plein et qu'en fait, tu sais, on n'est pas désespéré sur ce point-là à se dire quand c'est que ça va, est-ce que ça va se passer un jour? Voilà. On est sûr que ça va arriver et qu'en fait, oui, c'est en train de se modifier, oui, c'est en train de se faire, oui, c'est long, mais c'est normal en fait, voilà. Donc c'est plus voilà de l'impatience à me dire il me tarde qu'elle sente son bébé qui est dans son bassin et que là elle se dise que oui en fait c'est vrai elle est vraiment en train d'accoucher et que c'est en train de se faire. C'est plus ça. Et de la nuit, non, j'ai jamais ressenti d'ennui et franchement si je ressentais de la nuit, j'arrêterais quoi parce que je trouve ça trop dommage de. Enfin, je pense ce qu'on ressent, nos émotions et tout, forcément, ça se perçoit, ça passe chez les gens. Et en fait, si on ressent de la nuit, oh là là, mais quelle tristesse pour la maman qui accouche, en fait. Enfin, elle peut pas ennuyer les gens, quoi. Enfin, ce serait vraiment triste, quoi. Ouais, je comprends. Mais ça, pour moi, ça peut être permis parce qu'on est seul avec les couples et qu'on a personne d'autre à s'occuper. C'est-à-dire que moi, je suis avec une famille, il y a une autre famille qui m'appelle parce qu'elle accouche et ça arrive. Des fois, on a deux naissances en même temps. Même si on n'a pas des gros effectifs qu'on accompagne, en fait, je vais appeler une collègue et puis elle va gérer avec cette famille, quoi. Oui. Donc, cette espèce de sensation de distorsion totale du temps, le fait que,
voilà, on est complètement avec les gens dédiés. On peut l'avoir parce qu'on est seule sage-femme avec le couple. Et franchement, ça, c'est un de mes vœux, de mes rêves pour toutes les familles, c'est qu'il puisse y avoir une sage-femme pour un couple. Quel que soit le projet, quel que soit l'accouchement, en fait. On s'en fiche qu'elle ait décidé d'accoucher en maison de naissance, à la maison, ou qu'elle accouche prématurément à 6 mois, en fait. Tout le monde a besoin d'avoir une sage-femme dédiée avec eux, quoi. Pour moi, c'est vraiment super important. Oui, je partage cet avis. Ce serait Ouais. un luxe qui deviendrait une normalité, on va dire. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait normaliser. Et c'est possible, hein, il y a des modèles de pays où ils l'ont fait. Donc c'est une volonté politique. Et c'est aussi se prendre en compte en tant que professionnel pour moi, dans le sens où tant qu'on est une sage-femme pour 3 ou 4 couples, on n'est pas dans la bientraitance du professionnel non plus, en fait. On n'est pas dans la bientraitance des parents, pour moi, et on n'est pas dans la bientraitance du professionnel non plus. En tout cas, moi, je suis une personne qui suis super dynamique. J'ai pu travailler, comme je vous ai dit, dans tous ces endroits. J'ai jamais eu de difficulté à remplir le travail que j'avais à faire. Des fois, c'est pas évident, en fait, hein, quand on a plusieurs naissances en même temps et tout. Ça nous arrive d'écrire des dossiers jusqu'à tard et de rester à l'hôpital pour faire ça. Mais pour moi, c'était possible, en fait. Voilà. Je sais qu'il y a des filles qui sont plus lentes et c'est plus compliqué pour elles de pouvoir faire ça. Je suis pas dans ce cas-là. Mais franchement, j'ai plus envie de vivre ça. Juste parce que j'ai vécu autre chose avec les gens, que j'ai pu être seule avec eux. En fait, moi, j'ai envie aussi en tant que sage-femme, de me sentir bien, quoi, pour accompagner les gens bien. Voilà. Oui, je pense que ça va de pair, ouais. Justement, pour faire cette transition, tout à l'heure, tu nous parlais de femmes qui ne rentraient pas forcément dans les stades de dilatation typiques ou protocolaires, on l'appellera comme on veut. Et là, tu nous parles notamment aussi de ce temps que tu donnes et que tu as envie aussi de donner à ces couples. Et on se demandait dans les moments d'accouchement long, du coup, quelles étaient tes stratégies pour garder de l'énergie à la fois physique et mentale, puisque on imagine que ça touche les deux à un moment donné. Est-ce que tu saurais nous partager comment tu procèdes dans des cas comme celui-ci ? Alors, nous, on est dans un contexte un peu particulier à la maison de naissance du temps de naître en Guadeloupe. C'est-à-dire on était partenaire avec un hôpital, une clinique en l'occurrence, où on avait une chambre de naissance et on avait en face de la chambre de naissance un espace avec un salon, une cuisine, un bureau de consultation et une salle où on faisait la préparation à la naissance. Maintenant, on a déménagé et on est partenaire avec un hôpital où on partage en fait une salle de naissance avec eux. Donc c'est une salle d'accouchement qu'on a aussi nous aménagée, où eux avaient en fait un grand lit, une banquette et ils avaient une baignoire. Donc on est super bien en fait pour accompagner les naissances, mais par contre on n'a pas franchement de lieu pour nous de repli comme on avait à la clinique, où on avait une cuisine, on avait un bureau de consultation. Et on avait aussi un petit sas d'entrée dans la chambre de naissance qui faisait qu'on avait une banquette et on pouvait se coucher sur la banquette. Donc quand on était à la clinique, on pouvait se coucher sur la banquette, j'ai une facilité déconcertante à dormir, donc j'arrivais à dormir entre 2 contractions. Voilà. Et à me réveiller toutes les 3 minutes ou 5 minutes, là, le temps que d'aller revoir la femme pour l'aider dans sa contraction. Et on encourage beaucoup les dames à dormir aussi entre les contractions, parce que ça va leur permettre vraiment de lâcher, de pouvoir se régénérer, de pouvoir continuer l'accouchement. Donc, on est dans une ambiance un peu soporifique, voilà, à ce moment-là. Et puis des fois, comme c'était des phases de latence, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas forcément besoin de nous en présence constante, parce qu'on en discutera à un moment donné, mais on pouvait aussi carrément se retirer, aller dormir un vrai coup dans le bureau de consultation et puis revenir régénérer. On n'a plus vraiment cette option-là maintenant qu'on est à l'hôpital. Bon, c'est ok pour nous, on est tellement contents de continuer que bon, voilà, on fait avec ce qui nous est offert là. Mais du coup, on s'organise aussi entre nous parce que là, on est 3 sages-femmes à faire les suivis global. Donc quand il y en a une qui part et qu'on sent que ah ouais, tu sais, ça va être un accouchement qui va durer et la femme a besoin de ce temps-là et c'est complètement ok, on va pas la presser en fait parce que le risque, comme tu disais tout à l'heure, Julie, est-ce qu'on s'ennuie, est-ce qu'on est impatient, etc. C'est que si on est dans cette attitude-là, c'est aidant pour personne en fait, voilà. Oui. Et la femme, tu sais, elle fait pas exprès d'avoir un accouchement qui dure longtemps, la pauvre. Déjà, Mais bien sûr, évidemment. Voilà, elle fait bien ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, quoi, à ce moment-là. Donc, le but c'est qu'elle ait des gens qui soient autour d'elle, qui soient frais dans leur tête pour
médicalement assurer leur sécurité, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est vraiment ce rôle-là qu'on a. On n'a pas que je suis là, mais en tout cas, ça, c'est un principal. Donc, pour moi, il est pas question d'être à un accouchement et d'être tellement fatigué que je vais me dire, tu sais, à l'accouchement, s'il y a besoin de faire un geste de réanimation, voilà, on sait pas, s'il y a besoin de quelque chose de particulier, je ne sois pas assez en forme pour avoir la lucidité et la clairvoyance d'esprit de pouvoir le faire. Donc, on est en lien, on a un groupe là où on discute avec les autres sages-femmes à suivi global. Et quand il y en a une qui est partie, on le sait parce qu'on se le dit et tout ça. Déjà, c'est une joie pour nous de partager que voilà, cette maman est en train de se mettre en travail, qu'on va l'accompagner, qu'on va accueillir son bébé. Enfin voilà, c'est super privilégié en fait de vivre ça. Hein. Donc voilà. Et après, quand on voit que ça commence à durer, on se dit à telle heure, c'est moi qui viens te relayer s'il y a besoin. Voilà. Okay. Donc, comme on n'est plus dans le contexte, comme je vous disais, de la clinique, on peut vraiment prendre du repos. Mais bon, même dans le contexte de la clinique, même si on pouvait prendre du repos, on se disait quand même quand c'est qu'on va se relayer, on se donne ce garde-fou aussi de se dire, tu sais, à tel temps, on vient te relayer et généralement, on reste 12 heures avec les parents. Ok. Un peu comme les gardes dont tu parlais. Ouais, où on se relaie à l'hôpital par 12 heures. Et là, généralement, oui, si le travail dure, on va se relayer à peu près par 12 heures. Et à l'inverse, si on prend du côté de la patiente cette fois-ci, comment est-ce que tu soutiens une patiente qui vit un accouchement long et qui du coup se retrouve à ressentir de la fatigue ou du découragement? Alors on sait qu'il y a le conjoint qui a sa part dans tout ça et tu pourras nous en parler aussi. Mais du coup, comment tu accompagnes tout ce moment-là, toi particulièrement? Alors, déjà, les femmes vont ressentir des choses différentes les unes des autres face à un travail qui est long. Enfin, qui est long. C'est des représentations, un travail long. Parce que voilà, je me rappelle d'une maman qui a accouché 2 fois à la maison de naissance. Et 2 fois, elle a eu des accouchements qu'on peut qualifier longs puisqu'elle a accouché elle a eu des travails de 16 heures. Et en fait, les 2 fois, je me rappelle que pour son deuxième, elle était à 7 centimètres. Donc voilà, en fait, un deuxième à 7 centimètres, on peut se dire que rapidement, elle va accoucher. Et puis elle regarde ma collègue. C'est pas moi qui étais avec moi. Ah ben, elle était pas avec moi, mais c'est ma collègue qui m'a raconté ça. Et puis c'était tellement puissant que voilà, je me rappelle encore. Puis elle regarde ma collègue, puis elle lui dit, tu sais, en fait, je suis bien enceinte. Hein. Donc, ma collègue, elle s'est dit, ok, elle va pas accoucher maintenant. Et en fait, c'était vraiment ça, quoi. Elle avait une contraction par 10 minutes et puis c'était plan-plan son travail, quoi. Mais ça lui allait tout à fait bien, voilà. Donc, elle n'était pas découragée, elle n'était pas désespérée. C'était bien, quoi. Elle était en train d'accoucher, il fallait ce temps-là. Et en fait, voilà. Et en fait, même aux portes d'accoucher, elle se dit que elle prolongerait bien ce moment encore parce qu'elle est bien là, quoi. Donc, accouchement long entre guillemets parce que voilà. Oui, c'est subjectif après. Hein. Très subjectif, voilà. Comment les gens vont le vivre, ça dépend. En tout cas, pour une femme qui décourage, qui désespère, et souvent ça va aller de pair aussi avec le compagnon ou l'accompagnant qui est là parce que quand ça fait 12 heures qu'ils sont là, ça peut être long pour eux. On va aussi beaucoup accorder du temps à l'accompagnant. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'on va beaucoup l'encourager à dormir, ou des fois, par exemple, aller prendre l'air, aller acheter à manger s'ils n'ont pas pris à manger, par exemple. Enfin voilà, que l'accompagnant se ressource aussi. C'est super important. Parce que nous, comme je vous ai expliqué, on a un système on va se relayer s'il y a besoin et tout, mais l'accompagnant, il n'y a pas de relais lui. Hein. Et puis, nous, émotionnellement, on est détaché, entre guillemets, c'est pas notre femme qui est en train d'accoucher, c'est pas notre famille, c'est pas notre bébé qui est en train de naître, donc on est empathique avec les gens, mais on n'est pas dans un système voilà, où émotionnellement on est attaché, donc ça fait pas pareil dans le ressenti, j'imagine, parce que j'ai pas de femme et j'ai pas vu ma femme accoucher, mais j'imagine que dans le ressenti c'est complètement différent. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend bien soin du compagnon, de l'accompagnant pour qu'il soit vraiment ressourcé. Et après, pour la femme, quand elle est désespérée, quand on a besoin de vraiment l'accompagner, franchement, on est là avec elle sur chaque contraction. Vraiment. À l'aider à pouvoir accepter les sensations, à être vraiment dans le oui et pas le oh non, il y a encore une contraction qui arrive, c'est j'en peux plus, quoi. Vraiment qu'elle puisse accepter, qu'elle puisse voilà, faire au maximum de l'ouverture à son bébé, qu'elle puisse être le plus détendue, relâchée possible. Et vraiment, entre les contractions, on va vraiment l'aider à pouvoir prendre du repos, se reposer, dormir,
Et c'est souvent des moments où on est beaucoup en contact avec elle, on la masse beaucoup pour qu'elle puisse relâcher au maximum. Après, des fois, on trouve toutes sortes de techniques. Je me rappelle d'une femme où je suis très peu formée à l'hypnose et c'est pas vraiment une pratique qui me parle pour l'accouchement, mais je me rappelle de cette femme qui... Ça avait été un peu long, entre guillemets, et c'était dur pour elle d'accéder à des états de conscience qui sont modifiés, d'accéder à son cerveau archaïque. Et en fait, je sais pas, c'est ça qui m'était venu ce jour-là. On avait un CD de musique de relaxation et j'avais mis son CD de musique de relaxation. Et en fait, je l'avais juste fait visualiser je sais plus, c'était une flûte ou un piano, je sais pas quoi. Bref, qui l'avait amené et petit à petit, en fait, elle s'était complètement laissée bercer dans ça et elle avait vraiment pu accéder à cet état modifié. Elle s'était endormie et quelques temps après, elle avait pu se réveiller parce qu'en fait, elle se réveillait entre les contractions, mais en tout cas, là, vraiment, se dire, attends, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui rentre dans mon bassin, donc voilà, on était passé à l'étape d'après, quoi. Donc, ça peut être différent d'une femme à l'autre, ce qu'on va pouvoir proposer avec elle, mais voilà, c'est à ces moments-là, quand elles espèrent, on les lâche pas, quoi, les femmes, on est toujours avec elles. C'est là où le face-à-face, comme tu disais, est aussi très important, quoi. Et où le suivi global prend tout son sens, comme on dit souvent aussi, quoi. Ouais, et je parle beaucoup de la sage-femme, mais c'est aussi beaucoup l'accompagnant, parce qu'on va beaucoup laisser. Mais je parle de la sage-femme à ce moment-là parce que c'est souvent des moments où l'accompagnant, il est un peu à bout de souffle aussi, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et beaucoup normaliser ce qui est en train de se passer parce qu'en fait, ça peut être déstabilisant pour les gens, quoi. Voilà. Oui, c'est la et première que fois, nous, quoi. comme tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est la première fois. Et comme tu disais, Julie, tout à l'heure, oui, la première fois ou la deuxième ou la troisième, mais en tout cas, ça fait pas courant, c'est pas un c'est pas tous les jours. Voilà, c'est ça. Mais nous, avec le nombre d'accouchements qu'on a vu, c'est clair qu'on peut se dire que là, c'est normal, ou alors là, il y a quelque chose qui se passe de pas tout à fait c'est normal. là où vous êtes aussi le repère, je pense. Souvent, les invités nous disent, moi, si tu me dis qu'on transfère, en parlant de leur sage-femme, ils ont une pleine confiance aussi en votre regard médical et en le fait souvent aussi que si la sage-femme elle est apaisée, c'est que ça va. Enfin, ils ont vraiment ce regard dans ce qu'on nous partage de regarder est-ce que ma sage-femme elle a l'air ok avec ce qui se passe. Bon bah ça va alors, on peut continuer comme ça et c'est hyper intéressant ce ping-pong un peu de regard et de confiance quoi. Ouais, et on le dit, c'est pour ça que je pense qu'on le dit beaucoup parce que quand on accouche, on n'est pas en mesure de pouvoir parler comme on parle là, vous et moi. Et en fait, de pouvoir le dire, en fait, de aussi aller chercher. En fait, quand tu dis ça, ça me fait penser à ce qu'on fait aussi parce que on n'en parle pas souvent et on le dit pas aussi de façon factuelle que ça. C'est aussi chercher ce qui peut entraver dans la tête de la femme en fait pour accoucher. Par exemple, des fois, elle se dit que comment ça va être après en fait? Est-ce que ça va être plus difficile? Est-ce que ça va être plus intense? Est-ce que ça va être voilà, comment elle va le tolérer en fait? Ou je repense à une maman, c'est son deuxième en fait et elle est restée 24 heures à la maison de naissance. Voilà, on s'est relayé avec ma collègue et tout. Et en fait, ce qui arrêtait pas de passer dans sa tête, c'est comment vit ma première fille que je sois pas là en fait à la maison. C'est ça qui l'a perturbée beaucoup en fait. Et elle se disait, ça prend du temps et elle est encore seule, seule. Elle est avec sa famille et tout, mais elle est encore sans moi à la maison et j'ai toujours pas couché. Et en fait, c'est ça aussi qu'on essaie de pouvoir au maximum faire avec les couples et les femmes, c'est lâcher sur le temps en fait. Tant qu'on est en train de se poser la question de quand c'est que ça va se passer, ça se passe pas quoi. Enfin, je veux dire, dans l'accouchement aussi, pour moi, il n'y a pas qu'une histoire mécanique. Hein. C'est pas juste, il y a tant de contractions et puis après il y a tant de pousser dans le bassin et puis c'est sorti quoi. C'est pas des Lego le truc quoi. Oui. Oui, puis tu parlais du cerveau rationnel aussi, enfin cette idée voilà comme la dame qui est en hypnose et qui du coup lâche, enfin il y a cette idée de passer à un cap et de passer dans le cap peut-être qu'on appelle souvent animal et arrêter de penser à sa liste de courses quoi. C'est ça. C'est un peu l'idée. Rapide, c'est à peu près ça. Bah oui, c'est grossier, mais c'est l'idée, c'est être trop dans son quotidien et trop branché sur un cerveau logique alors qu'en fait la naissance c'est pas logique, c'est naturel non, mais c'est pas logique. C'est pas logique, c'est archaïque. Et aussi, il y a des femmes qui vont accoucher dans leur cerveau pleinement conscient. Je veux dire ça aussi parce que j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont dit mais tu sais moi je suis incapable de me mettre dans un cerveau archaïque.
je serais pas capable de faire ça, en fait. J'y arriverais pas. Et en fait, voilà, je parle beaucoup à dessein de ces femmes-là qui pensent ça. Alors bon, déjà, on n'en sait rien parce qu'en vrai, l'accouchement, c'est tellement puissant hormonalement que c'est quand même bien foutu, hein, le truc, hein. On est quand même bien shooté, hein, par les hormones. Donc, ça aide vraiment, dans le lâcher prise et tout. Et là, c'est une digression, mais quand même, les femmes, on est beaucoup, voilà, dans l'organisation, on a quand même ce rôle-là un peu sociétal, familial et tout. Quand je vois les hommes, souvent, je me dis, mais ce serait tellement plus simple pour eux d'accoucher, là. Ils sont rapidement dans le lâcher prise. Que je me dis que c'est vraiment, tu sais, c'est une chance qu'on nous a donné les femmes de pouvoir vivre ça, je pense. Mais est-ce qu'on n'a pas cette place sociale parce que c'est nous qui accouchons? je sais pas. Moi, Qui je est vois la ça fleur comme ou ça, la mais poule, après, ça, je sais c'est un pas. long débat, mais... Peut-être. C'est un long débat et après, tu vois, pour moi, c'est aussi des constructions sociales, etc. Ouais. Mais, tu vois, c'est quand même, enfin, c'est pas rien que ce soit nous qui accouchons, quoi. C'est, ouais, vraiment, enfin, je trouve on a beaucoup de chance. Enfin, moi, je suis contente de m'être incarnée femme dans cette vie-là. Pour vivre ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est à ces femmes qui ont peur de ne pas lâcher prise, de ne pas être dans leur cerveau archaïque, qui sont très dans, voilà, la retenue, machin et tout. Ce qui va les aider, c'est d'être en confiance, d'être dans un environnement qui leur permet au maximum de faire ça. C'est clair. Mais il y a des femmes aussi qui accouchent vraiment dans leur tête. Voilà. Qu'on voit jamais basculer. Donc c'est pour ça que et c'est souvent des travaux qui sont difficiles et longs parce que, de fait, il y a pas cette aide archaïque, on va dire. Mais c'est pour ça aussi que je vous disais que, oui, il y a tout ça qu'on regarde cliniquement, mais des fois, l'état de conscience, il se modifie pas franchement, et ça se fait quand même. Oui, Voilà. parce que, comme tu disais, on est tous finalement d'une certaine manière uniques, même s'il y a des similitudes qui se retrouvent, on a cette unicité exactement. quand même. Et pour le coup, oui, c'est bien de le préciser, ça permettra peut-être de déculpabiliser certaines personnes qui pensent ne pas atteindre cet état et qui du coup bloquent peut-être davantage du fait de ne pas passer dans cet état. Oui, c'est ça. Et qui se disent que c'est pas pour elles l'accouchement naturel, qu'elles n'en sont Oui, pas voilà. capables, etc. Et puis, c'est ça aussi, c'est que je trouve qu'en obstétrique, c'est toujours, c'est beaucoup, j'ai bien accouché, j'ai mal accouché, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. En fait, c'est un voyage. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a un trésor au bout. C'est ça. Voilà. Et c'est bien pour ça qu'on le fait, parce que je crois qu'on ferait pas ça pour rien au monde comme notre enfant, quoi. Voilà. Mais c'est ça, c'est qu'au bout, il y a un trésor. Après, le voyage, comment il va se passer, on n'en sait rien, mais il est pas bien ou mal, ou bien fait ou mal fait, ou, enfin, quel que soit comment on choisit d'accoucher, quel que soit ce qui nous est donné à vivre, voilà, c'est ça que nous, on devait vivre, en tout cas. Tu connais la phrase de notre podcast, et il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait du face-à-face et de travailler seul avec les couples. Est-ce que dans votre maison de naissance, vous travaillez toujours seul et il y a, comme tu disais, ce relais? Ou est-ce que ça vous arrive de travailler en binôme, par exemple, directement avec la sage-femme de soutien, suivant, par exemple, quand est-ce que vient la femme ou... Enfin voilà, à quel moment de son accouchement elle arrive à la maison de naissance? Et est-ce que tu pourrais nous parler de ce travail seul ou en binôme, par exemple? Si c'est ton cas, si ça t'est arrivé, si ça t'arrive. Et peut-être nous parler de ce que tu éprouves avec un type de travail ou l'autre type de méthode. Ouais, merci pour cette question, parce que c'est vraiment, ça caractérise pour moi aussi les maisons de naissance. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans la maison de naissance au temps de naître. C'est que on a beaucoup de travail en équipe. Donc, oui, on est seul sage-femme avec les couples, quand ils sont là avec nous, dans la chambre de naissance, en consultation et tout. Mais on n'est jamais seul dans le sens où, comme je vous disais, on a un groupe, on discute et tout. Et puis, ça nous arrive, là encore, cette semaine, on a eu une naissance, longue, entre guillemets. Et j'ai entre guillemets parce que voilà, pour moi, c'est juste toutes les naissances prennent le temps qu'elles prennent, et pas à les catégoriser. Mais voilà, ça nous a mobilisé un moment en tant que sage-femme. Et en fait, on a pu s'appeler avec ma collègue, elle a pu venir aussi déposer, on a pu discuter sur la situation, voilà. Parce que c'était difficile pour elle de laisser le couple à l'autre collègue, en fait. Elle aurait bien aimé être là pour la naissance. Ben oui, parce que on aime bien voir le bébé qui naît, quand même. Surtout quand tu commences le travail, enfin, quand t'es là au début. Voilà. C'est ça, quand on a commencé le suivi, et qu'en fait, on s'est dit, on verra pas le bébé qui naît, même si, en fait, c'est pas ça, notre travail de sage-femme, c'est pas que ça, mais c'est clair que c'est, voilà. Et c'est la cerise sur le gâteau. Comme disait voilà, Juliette, c'est la cerise sur le gâteau, c'est c'est ça, c'est chouette, quoi. On est content. Et puis, c'est surtout que quand on a soutenu comme ça les gens, parce que, comme on a parlé tout à l'heure, ça peut être long, ça peut être désespérant, ça peut être dur pour les gens, de les voir, en fait, accueillir leur bébé,
Ouais, c'est exaltant. Donc voilà, on a ce relais-là aussi où on peut s'appeler, venir déposer, venir regarder aussi, de se dire ben là, tu sais, ça traîne vraiment et il y a besoin d'une médicalisation et c'est ok aussi en fait. Hein. Voilà, d'avoir du recul des fois ça aide. Et puis des fois oui, on appelle la sage-femme de soutien puisqu'à la maison de naissance, au moment de l'accouchement. Légalement, on est obligé d'être 2 sages-femmes. Et des fois, on appelle la sage-femme de soutien parce que elle va pas soutenir que les parents, elle va nous soutenir à nous, en tant que sage-femme en suivi global. Et donc, des fois, elle peut prendre le relais, par exemple, avec les parents pour les soutenir, le temps que nous aussi, on puisse aller, par exemple, manger, faire une pause, se reposer. Donc oui, il peut y avoir aussi ce travail avec la deuxième sage-femme en binôme. Et toi, t'as une préférence ou tu trouves que ça fait une belle valse l'un comme l'autre? Moi, à titre personnel, je suis quelqu'un j'aime bien travailler de façon solitaire, mais j'avoue que ce que j'aime quand la sage-femme de soutien arrive, c'est que souvent ça annonce que l'accouchement est imminent, Oui. voilà. Et j'aime beaucoup travailler avec la sage-femme de soutien en postpartum parce que c'est un moment où je relâche quoi. Enfin voilà, on donne beaucoup pendant le travail souvent. Et souvent, je sens une belle fatigue qui arrive 1 heure ou 2 heures après l'accouchement. Donc, ouais, c'est super de pouvoir être avec une collègue. Et puis aussi, accessoirement, là, je parle beaucoup de moi, de mon métier de sage-femme, de comment on pratique, etc. Mais le centre de la pièce, ça reste les parents. Donc, une fois qu'ils ont accouché, c'est pas qu'on va être dans leurs pieds, qu'on va leur regarder, qu'on va leur parler. Voilà, souvent on va rediscuter un peu de la naissance et tout, on partage la joie qu'on a eue de vivre ça tous ensemble, c'est clair, mais on les laisse beaucoup découvrir leur bébé, les admirer, enfin voilà, laisser Laisser le temps, encore une fois. voilà, et puis tout le résultat de leur travail à eux, quoi, qu'ils puissent être ensemble, en famille, quoi, voilà. Donc on est aussi content d'avoir la sage-femme d'appui pour nous se dire oh là là, c'était trop bien, voilà quoi. Faire un débrief de votre côté. Voilà, c'est ça. Et du coup, si on revient pendant un accouchement, la mobilité et la respiration, on le sait, sont des points assez importants. Et on se demandait comment tu accompagnais les personnes qui accouchent sur notamment ces 2 aspects. Comment tu arrivais à sentir ce dont elles avaient besoin? Pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'accouchement, c'est pas des Legos. Il n'y a pas que l'aspect mécanique. Voilà. On parle beaucoup de l'aspect mécanique et en fait, on nous apprend beaucoup ça. Et on a l'impression beaucoup que si la femme se met à 4 pattes 10 fois, enfin je vous dis n'importe quoi, mais à 4 pattes, accroupie, à machin, un truc, une position qui va faire que tout à coup ça rentre dans le bassin et puis elle accouche quoi en gros. Je pense que c'est bien plus compliqué que ça. Je suis pas en train de dire que la mobilité ne joue pas dans l'accouchement. Évidemment que ça va jouer. Mais en fait, là, dans le contexte de la maison de naissance, où les femmes sont complètement libres de pouvoir faire ce qu'elles veulent, il va y avoir tous les styles. Voilà. Je me rappelle d'une femme qui était vraiment en surpoids, en fait, qui était à la maison de naissance, qui était pas du tout une femme mobile, en fait. Le sport et tout, là, c'était pas du tout son délire. Et puis, en fait, elle passait plutôt la journée devant la télé. Et c'est pas une femme qui était mobile, quoi. Et en fait, elle est arrivée dans la chambre de naissance, elle s'est assise sur un tabouret d'accouchement et puis elle est restée là. Mais c'était vraiment un arbre planté. Et puis au bout d'un moment, elle m'a dit, je peux aller dans l'eau, Laurette? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Enfin, voilà, la baignoire est toujours prête, donc elles font ce qu'elles veulent comme elles le sentent. Et puis, elle est allée dans l'eau et puis elle a accouché. Et en fait, son accouchement, quand on le regarde d'un terme purement biomécanique et mobile, on se dit, pas eu de mouvement, en fait, quasiment, quoi. Voilà. Ça l'a pas du tout empêché d'accoucher. Voilà. Donc, comme de toute façon, les femmes seront dans des positions qui entravent pas l'ouverture du bassin, genre allongées sur le dos et puis dans les étriers. Un exemple parmi d'autres. Mais, je veux dire, elles auront une mobilité suffisante. Voilà. Et des fois, ça peut nous arriver de leur proposer certaines positions, d'essayer ci ou ça. Mais en fait, c'est plus pour leur faire sentir que ça peut aller plus loin. Voilà, il peut y avoir des sensations qui sont un peu plus intenses. Et quand elles seront prêtes à le vivre, en fait, c'est pour ça aussi que le temps de l'accouchement, ça peut être plus ou moins long, de plus ou moins se dire, tu sais, là, c'est possible pour moi de le vivre, cette intensité. Avant, j'arrivais pas, j'avais pas envie, ça appuie sur mon anus et je peux pas, ça me déborde. Et là, maintenant, ok, j'ai accepté les contractions, j'ai accepté le rythme, j'ai compris comment elles venaient et tout. Maintenant, je suis capable d'aller dans des positions qui font que je sens plus. Voilà. Donc ça, on en parle aussi beaucoup en préparation à la naissance. Voilà, qu'est-ce que c'est un accouchement naturel, comment ça se passe, pour les accompagnants aussi, de savoir à quoi ils vont s'attendre, etc. Et on leur dit, en fait, il y a des moments, des positions où vous allez sentir que c'est plus intense,
Et c'est votre corps qui est en train de vous parler. Il a la sagesse de vous dire où c'est qu'il faut aller, dans quelle intensité. Plus ça sera intense et plus ce sera facile, rapide, entre guillemets, parce que on ne sait rien, mais voilà, plus on va aller dans ce que nous dit le corps et plus ce sera facile. Mais c'est aussi au temps où les gens, ils sont capables de le vivre. Donc, on peut faire des essais de position, on peut essayer de proposer des choses. Nous, ce qu'on va beaucoup proposer, c'est de dormir, comme je vous ai dit tout à l'heure, de se reposer. Voilà, ça sert à rien d'aller forcer un truc. Quand les gens sont prêts, ils vont le faire, en fait. Voilà. Et ça peut révéler de notre impatience de vouloir tout le temps changer de position. Ah ben non, c'est pas ça là, c'est ci, c'est ça, c'est machin. Donc voilà. Et alors la respiration, c'est un grand sujet. C'est beaucoup dit dans les accouchements. Respire, machin, nanana. Pour moi, quand on se concentre, pour moi, je parle vraiment pour moi, quand on est en train de se concentrer sur la respiration, c'est qu'on est toujours dans notre cerveau conscient. Donc, on n'est pas encore en train d'atteindre le cerveau archaïque. Et pour moi, j'aurais plus tendance à dire aux femmes de plutôt lâcher, au contraire, leur respiration. Voilà, lâche ta respiration. Lâche ta mâchoire, laisse aller ton énergie, en fait, laisse passer. Plutôt que de leur dire, souffle sur 3 respirations, expire sur 1. Ah oui, après ça devient un protocole, comme tu dis, et la femme est trop concentrée pour, pour lâcher prise. Voilà, elle va beaucoup réfléchir à ça. Et on a beaucoup dans notre inconscient collectif de il faut souffler, il faut machin, il faut. Mais en fait, ça reste encore des représentations de il faut. Et tant qu'on est dans cette représentation de se concentrer sur quelque chose, ça peut des fois amener le fait que ça va vers le cerveau archaïque, mais des fois ça reste dans le contrôle de quelque chose en fait. Donc c'est pour ça que pour moi la respiration c'est un peu aléatoire, c'est beaucoup dit. Oui, nous on disait qu'elle était importante, mais dans le sens justement où tu le présentes aussi, c'est qu'en fait lâcher prise sur sa respiration, ça a son importance. Enfin... Et le laisser fonctionner en activité autonome aussi, parce que c'est pareil, hein. Les poumons, ils fonctionnent bien normalement. Là, on est en train de respirer depuis tout à l'heure et on se pose pas la question de comment on respire en fait. Et pour l'accouchement, c'est pareil, quoi. Et en fait, c'est que pour moi, c'est beaucoup mis en balance avec l'activité sportive en accouchement et ça, en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes hormones, c'est pas les mêmes conditions. Et en fait, c'est très contrôlant de faire une activité sportive. Et donc du coup, oui, on va s'astreindre à respirer, à machin, un truc. Mais notre puissance de femme à ce moment-là, ça nous demande pas ça en fait. C'est pas une puissance sportive, quoi. C'est autre chose. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais, donc là on parlait de ce que tu pouvais proposer, mais à l'inverse, les invités nous parlent souvent aussi de la discrétion des sages-femmes. Et pourtant, vous êtes là tout le long, comme tu disais, et il y a forcément quelqu'un. Et en plus, vous êtes en face à face, enfin, vous êtes seul avec un couple, donc encore plus présent, on va dire, pleinement présent. Comment tu évalues la place que tu dois prendre et notamment, quels sont les éléments que tu peux regarder, par exemple, quand les phases sont aussi moins actives? Et est-ce que tu peux nous parler en fait de ces phases finalement d'observation, ce que les invités appellent discrétion? Finalement, on est dans ce qu'on appelle des phases peut-être plus d'observation, et donc vous n'êtes pas en train de rien faire, vous êtes là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette discrétion? Ouais, merci pour cette question parce qu'on parle beaucoup des accouchements longs là, depuis tout à l'heure, et puis en fait. C'est souvent des accouchements où il va y avoir besoin d'une présence de la sage-femme et pas toujours. Voilà le cas où je vous ai parlé de la dame tout à l'heure qui est à 7 cm et qui s'est dit qu'en fait elle est super bien enceinte. Mais dans la plupart des accouchements, oui, il y a besoin de beaucoup de discrétion parce qu'en fait, comme je ne fais que vous le répéter, c'est une activité archaïque. Et pour ça, on remarque qu'on a les mêmes besoins que les autres mammifères, c'est-à-dire que si vous avez vu des petits chats, par exemple, mettre bas ou des chiens ou quoi, ils vont toujours se mettre dans un petit coin, sous un escalier, dans une boîte à chaussures, etc. C'est pareil pour nous en tant que mammifères, c'est qu'on va d'abord trouver le lieu où on se sent en sécurité. Donc c'est bien à ça que va servir aussi la grossesse, de savoir où est-ce qu'on a envie d'accoucher, nous, où est-ce qu'on se sent en sécurité médicale, c'est déjà le plus important. Et après, donc quand on va avoir les contractions, déclencher ce lieu où on va se sentir en sécurité. Et souvent dans ce lieu, on va aussi chercher un endroit où on se sent respecté dans notre intimité, souvent en discrétion. Donc par exemple dans notre maison de naissance, on avait mis des rideaux pour que les pièces soient plus petites, voilà. Parce qu'on a besoin de cet espace de petitesse aussi quand on accouche. Ça, c'est vraiment pour moi de l'empathie. On perçoit bien les gens qui ont besoin de proximité.
les femmes qui ont besoin de proximité, les couples qui ont besoin de proximité, et celles qui vont en avoir vraiment pas besoin. Et je me rappelle d'une femme, un couple super lié, 14 ans, 15 ans qui sont ensemble, ils sont leur premier, toujours super en contact tous les deux et tout. Et pour l'accouchement, en fait, on était encore à la clinique, on avait 2 espaces, une chambre et puis une salle de bain. Et en fait, elle courait littéralement dans la chambre. Son conjoint l'a rejoignée dans la chambre. Elle courait littéralement dans la salle de bain. Son conjoint est dans la salle de bain. Elle courait dans la chambre et ça ne faisait que faire des allers-retours comme ça. Et moi, j'étais au milieu dans le couloir. Et en fait, je regardais la scène et je me suis dit, mais tu sais, elle a pas envie de son gars, en fait. Vraiment. Et puis, elle était dans la salle de bain et j'arrête son gars et je lui dis, tu sais, arrête de lui courir après parce que je pense qu'elle a besoin d'être seule. Et ça, on ne sait pas, en fait, avant d'accoucher. On ne sait pas comment on va réagir. On ne sait pas ce que ça va nous donner à vivre, en fait. Donc voilà, il a dormi. Et cette femme, je sentais que rien que de venir écouter les bruits du cœur du bébé, donc elle était sur les toilettes, en fait. Elle a passé tout son travail sur les toilettes. Et en fait, rien que de venir écouter les bruits du cœur du bébé, je sentais que ça l'a hérissé que je sois dans la pièce. Vraiment, c'était super rapide pour moi de venir écouter. Ok, tout va bien, je repartais, mais je sentais que ça l'a crispé, quoi. Voilà. Et puis, comme tu dis, Capucine, on ne fait pas rien dans ces moments-là. On est toujours en garant de la sécurité médicale. Et je regardais et elle mettait ses doigts dans son vagin. Et puis au bout d'un moment, je vois que ses doigts ne rentrent plus beaucoup dans son vagin. Et je me dis, le bébé doit commencer à bien descendre. Et donc, je vais la voir et je lui dis, est-ce que... je pense qu'elle sent la tête de son bébé, en fait. Elle me dit, c'est ça. Et je lui dis, oui, et tout. Et puis là, elle se jette à 4 pattes par terre. Et donc, le bébé est en train de naître, en fait, voilà. Et donc, je réveille son conjoint. Et là, il était tout perdu à se dire, waouh, mais je me réveille, en fait, il voit sa femme à 4 pattes, là, et la tête du bébé qui sort, et je me dis, ah bon, mais comment ça se fait? Mais j'ai raté le travail, en fait, mais... Donc, pour dire que on n'en sait rien comment les gens ils vont réagir, comment ça va se passer et tout, mais vraiment, juste par l'empathie, par ce qu'on voit des gens, on sait si on doit être avec eux ou pas, quoi. Oui. Voilà. Et je me rappelle d'une femme, au contraire, elle était sur le lit, elle avait son compagnon sous son bras d'un côté, et puis moi j'allais repartir, en fait, et puis elle m'a accroché, donc on était tous les deux sous ses bras, et on était bloqués, là. Donc là, on était sûr qu'il fallait qu'on soit avec elle, il n'y avait pas d'autre choix, quoi. Ça fait un peu la mère poule qui garde tout le monde sous ses ailes. Restez là parce que vraiment, j'ai besoin de vous, quoi, les gars. Est-ce que, à l'inverse, tu pourrais dire qu'il y a des choses que vous choisissez de ne pas faire volontairement? Ouais, on choisit de pas allumer la lumière, par exemple. C'est un bon début. Non, mais tout ce qui va reconnecter les gens, les femmes à leur cerveau conscient. Voilà, tout ça, on va choisir de pas le faire. Par exemple, vous leur dites pas l'heure qu'il est ou ce genre de choses ou... Ouais, c'est ça. Ou par exemple, si on les examine volontairement, on va pas leur dire à combien ils sont, quoi. Ça sert à rien parce qu'en fait, ça va faire que les femmes, elles calculent, je suis à 4 cm, j'en ai encore pour tant de temps et tout, alors qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un reflet du temps T, mais à quelle heure elles vont accoucher, on n'en sait rien, quoi. Donc, tout ce qui va ramener les gens dans la montre, dans le cerveau conscient, ouais, tout ça, on va choisir de pas le faire. Ou, par exemple, notre impatience qui pourrait dire que, tout à coup, on rompt la poche des os parce que on a décidé que c'était trop long. Ouais, toutes ces genres de choses, on a décidé de pas le faire. C'est tout ce qui va entraver la sécrétion d'ocytocine, en fait. Tout ce qui pourrait sécréter de l'adrénaline, donc c'est l'hormone du stress. Et en fait, pendant le travail, s'il y en a, l'ocytocine est une hormone... donc qui fait contracter l'utérus et qui est timide, qui est réservé et qui va avoir besoin d'intimité, de discrétion pour pouvoir être sécrété. Donc tout ce qui va entraver sa sécrétion et qui va plutôt amener de l'adrénaline, on va faire en sorte que ça soit pas là, quoi. Vous venez de brasser du coup tout ce qui était un peu de l'ordre du temps de l'accouchement, de la place de la sage-femme à ce moment-là, et une fois que le bébé est là, qu'il a sorti la tête et puis tout le reste en suivant, que le papa était là ou pas pendant le travail. En tout cas, arrive le moment de la délivrance. Au moment où le placenta est censé sortir, on sait qu'il y a un délai, plus ou moins court, plus ou moins long, comme pour les accouchements d'ailleurs.
À partir de quand vous proposez peut-être à la femme de changer de position si jamais vous estimez que ça prend justement peut-être un peu trop de temps? Et comment vous estimez justement cette temporalité de la délivrance? Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est préciser déjà le cadre. C'est-à-dire que on est toujours en maison de naissance, dans un accouchement qui s'est bien passé, une grossesse qui s'est bien passée, etc. Donc, il n'y a pas de raison que tout à coup, le placenta ne sorte pas. Voilà, parce que c'est un processus normal de l'accouchement, c'est ce qui suit. Et le placenta, il appartient pas à la maman, il appartient au bébé. C'est des cellules du bébé. Donc, c'est normal que la femme ne reste pas avec son placenta dans l'utérus. Alors, comment on va définir cette période? En fait, pour moi, il n'y a pas trop à se poser de questions sur le placenta. C'est-à-dire que dès que la maman va commencer à ressentir des contractions et dès qu'on voit que le placenta est décollé, ben, il faut qu'il sorte, en fait. Voilà. Parce que si il sort pas et qu'on attend X temps alors qu'il est décollé, entre le placenta et l'utérus, mais ça va pas laisser la place en fait à l'utérus de se remettre en place. Et entre le placenta et l'utérus va se collecter du sang, des caillots, etc. Et donc peut faire ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance, donc des saignements qui seraient anormaux après l'accouchement. Tu parles de une fois qu'on voit que le placenta est décollé. Alors moi, je sais pas, vous êtes peut-être Superman, hein, mais comment vous faites pour voir ça à travers le ventre de la maman? Oui, pardon, ça c'est notre taf, quoi. On a tout un tas de signes cliniques qui nous dit, OK, le placenta a été collé. Donc, par exemple, l'ascension de l'utérus, le fait que le cordon a pu baisser un petit peu, le fait que si on appuie d'une certaine façon, douce évidemment, sur le ventre de la maman, au-dessus de la symphyse pubienne, on voit le cordon qui fait plus de va-et-vient. Voilà, on a tout un tas de choses qu'on nous a appris à l'école des sages-femmes et qu'on nous dit, OK, là, tu sais, quand c'est ça, le placenta est décollé. OK, donc une fois que le placenta est... Avec plaisir. Une fois que le placenta est décollé, il y a plus d'histoire de le placenta va sortir dans 2 heures. Non, le placenta doit sortir là parce qu'il est décollé et qu'il a plus rien à faire dans l'utérus et il entrave l'utérus à pouvoir se contracter. Voilà. Et dans toutes les fibres musculaires de l'utérus, il y a tous les vaisseaux qui ont permis de nourrir ce placenta. Donc tant que les fibres musculaires elles sont pas en train de se contracter correctement, ben les vaisseaux ne peuvent pas se fermer et comme ils sont ouverts, ça peut faire une hémorragie de la délivrance. Donc pour la délivrance, il y a plusieurs façons de pouvoir procéder, qu'on peut proposer aux gens en maison de naissance. Souvent, les femmes, elles ont plus trop envie de bouger, en fait, après l'accouchement. Elles sont posées dans le lit avec leur bébé, qui a peut-être commencé à téter. Et en fait, elles sont bien là, quoi. Et des fois, elles ont plus trop envie de bouger. Donc, des fois, on leur propose juste de pouvoir pousser un petit peu leur placenta. Et ça suffit à ce qu'ils sortent. Parce que le placenta, c'est tout mou, en fait. Et c'est pas du tout comme le bébé. Souvent, c'est de leur... donner confiance en cette phase parce que après la naissance du bébé ils se disent waouh, encore sortir un truc de mon vagin, j'ai pas trop envie. Donc plutôt que de se dire c'est tout mou, c'est doux en fait la sortie du placenta et surtout ça fait du bien. On appelle ça la délivrance parce que toutes les femmes ou 99% des femmes après la délivrance elles font ah, voilà, c'est vraiment c'est bon quoi, c'est fini. Et même dans leur état de conscience, on voit qu'elles sont plus pareilles. Avant de délivrer, elles ont encore un état de conscience assez particulier. Et après la délivrance, je pense surtout à plein de femmes qui sont super pipelettes, là, elles se recommencent à parler alors que pendant l'accouchement et tout, elles n'avaient pas parlé, puis là, ça revient. Donc on peut leur proposer de pousser un petit peu, on peut leur proposer de juste venir elles-mêmes tirer sur le cordon comme si elles enlevaient un tampon par exemple. Voilà, et puis laisser le placenta sortir. Certaines femmes vont vouloir se mobiliser, se remettre dans la position d'accouchement, ou alors assises ou accroupies. Certaines femmes ont pu délivrer sur les toilettes. Donc on leur met une à l'aise entre la lunette et la cuvette des toilettes pour pas que le placenta tombe au fond des toilettes, mais ça peut se faire aussi. Voilà, ou des fois elles nous disent vas-y, voilà, aide-moi quoi. Et c'est nous qui pouvons tracter un peu le cordon par exemple. Bon, c'est toujours très doux parce que je vous parlais de remettre ça dans le contexte de la maison de naissance, puisque nous, au temps de naître, on n'a jamais eu de parents qui nous ont demandé des délivrances dirigées. Donc on n'est pas dans une action comme quand on fait une délivrance dirigée où il faut vraiment qu'il sorte rapidement en fait ce placenta parce qu'on considère que dès qu'on a fait la délivrance dirigée, donc elle consiste à injecter une forte dose d'ocytocine pour donner une forte contraction et faire décoller le placenta, que ce placenta est décollé, donc il va falloir qu'il sorte assez rapidement derrière. Voilà. Donc, ça veut dire qu'après l'accouchement, on a quand même le temps d'attendre que le placenta se décolle et sorte, puisque le placenta, son taf, encore après l'accouchement, ça va être de nourrir le bébé en oxygène. Donc, quand il naît,
On voit plusieurs scénarios pour le décollement du placenta, soit des placentas qui se décollent très rapidement après la naissance, voilà, soit des placentas qui vont mettre 20 minutes par exemple à se décoller. Et en fait, c'est que pendant tout ce temps, le bébé, lui, il va prendre de l'air par sa propre respiration et aussi continuer à prendre de l'air de son placenta, de sa maman en fait, prendre de l'oxygène. Donc il a le temps tranquillement d'arriver, de se mettre au monde, de prendre ses respirations, de faire son schmilblick entre guillemets entre son oxygénation propre à lui qu'il est en train de mettre en place, parce que c'est une activité qu'il est en train de faire de façon autonome, il n'a jamais fait de sa vie, c'est sa première fois, et prendre de l'oxygène encore de sa maman. Et ça peut lui prendre plus ou moins de temps en fait. Et quand ça c'est ok pour lui, voilà, c'est bon, les contractions vont reprendre, le placenta peut se décoller. C'est bien fait l'histoire. Mais Oui, c'est assez bien monté, ouais. assez bien monté le truc. Mais en tout cas, pour vous donner des repères de temps, parce que je vous donnais des repères de temps tout à l'heure avec les dilatations du travail, généralement dans la demi-heure c'est fait, la délivrance. Ça prend pas non plus 20 ans. Ça peut arriver que ce soit plus long que ça, mais généralement dans la demi-heure c'est fait. Et puis ce qui va favoriser la délivrance aussi, c'est que le bébé va venir téter. Donc quand il tète, ça sécrète de l'ocytocine, et donc ça redonne des contractions, et généralement c'est... Ouais, dans la demi-heure, c'est fait, quoi. D'accord. Eh ben, merci pour toutes ces précisions par rapport à la délivrance. Et on va sauter encore à l'étape d'après. Au tout début, quand on t'a demandé de définir les maisons de naissance, t'as parlé de cette particularité aussi du retour précoce à la maison. Ça fait partie du protocole et de ce qui fait partie du package. On va dire que les parents soient OK avec le fait de rentrer rapidement chez eux. Alors rapidement, avec toutes les précautions évidentes qu'il faut respecter suite à un accouchement. Mais comment justement, suite à l'accouchement, à la délivrance, vous estimez le bon moment pour proposer à la famille de rentrer chez elle? Est-ce qu'il y a un délai minimal déjà à respecter, selon s'il y a peut-être des soins systématiques à faire, ou dans des cas particuliers peut-être des surveillances supplémentaires? Et ensuite, quel est le moment opportun pour vous, avec tout ce que tu nous as partagé depuis le début? Quels sont les signes finalement qui vous permettent d'évaluer ce timing? Alors, si on se réfère au texte, c'est 2 heures, le minimum que on peut garder les gens à la maison de naissance. Et en fait, nous en pratique, on s'était dit waouh, 2 heures, c'est super rapide. C'est basé sur le fait qu'au bout de 2 heures, on a bien vu comment s'adapte le bébé, voilà, qu'on a éliminé tous les contextes de un bébé qui a du mal à respirer par exemple, ou un bébé qui montrerait des signes d'infection, voilà. Et puis au bout de 2 heures, on a éliminé en termes format médical le fait qu'une femme puisse faire une hémorragie par exemple. Voilà, on l'évalue sur les 2 heures qui suivent l'accouchement, donc ça peut subvenir dans les 24 heures une hémorragie, mais globalement, si dans les 2 heures elle a pas fait d'hémorragie, ça va pas se passer après. Voilà. Ok. Donc c'est sur ça que ça a été mis en place, les textes de loi, à se dire dans les 2 heures, tous les risques obstétricaux majeurs, ils sont passés et les gens peuvent rentrer à la maison. Dans la pratique, nous on s'est dit 2 heures, c'est un peu court pour les gens, de juste atterrir, donner la tétée et tout, c'est un peu court. Donc on s'était dit plutôt 4 à 6 heures. Et dans la pratique, ce qu'on a observé, bon, encore une fois, ça dépend des familles, etc., mais globalement, le bébé va téter pendant 2 à 3 heures. Et pendant ces 2 à 3 heures de temps, les parents auront le temps de faire une première sieste. Des fois, pas les femmes, elles sont super excitées après l'accouchement, donc des fois, elles vont pas dormir, mais le père, lui, souvent, il va dormir. Voilà. Il est bien relâché La après sage-femme l'accouchement. aussi peut-être. La sage-femme aussi peut-être. Et c'est là qu'on a les sages-femmes d'appui et que souvent c'est cool pour nous parce que on a le temps d'aller se restaurer et tout ça. Donc voilà, pendant ces 2-3 premières heures, finalement il va y avoir un premier sommeil, il va y avoir le temps que les parents y mangent. Et moi j'observe qu'après 4 heures, ils vont vraiment envie de faire un vrai sommeil, quoi. Et là, c'est cool qu'ils soient chez eux, qu'ils puissent vraiment se poser pendant 3 heures, 4 heures, sans se dire, tu sais, je dors, mais il va falloir que je me réveille, que je reparte et tout. Donc, c'est plutôt ça que nous, on a mis en place à la maison de naissance, là, en Guadeloupe. C'est plutôt dans les 3-4 heures qui suivent l'accouchement que les gens vont repartir. Voilà, entre 3 et 5 heures, on va dire, qu'ils vont repartir pour pouvoir aller faire leur deuxième sommeil chez eux. D'accord. On sait aussi qu'une fois que les familles rentrent à la maison, il y a donc tout le suivi postpartum à domicile qui s'est effectué par les sages-femmes qui les ont suivis depuis le début, donc dans l'idée du suivi global dont tu nous as parlé. Il y a donc une première visite qui est faite, si je ne m'abuse, dans les 24 premières heures.
Après, est-ce que tu peux nous faire une rapide vue de ce qu'est un suivi postpartum en termes de rythme, de visite à domicile, la fréquence, le temps que vous y restez et à partir de quel moment justement vous vous dites que c'est peut-être à la femme de venir revenir à la maison de naissance ou à vos cabinets, je ne sais pas exactement comment vous fonctionnez. Et au contraire, si jamais il y a une demande particulière de la maman, est-ce que vous y répondez? Comment vous y répondez? Si elle a plus besoin que vous veniez à domicile, selon peut-être ce qu'elle est en train de vivre, ou s'il y a des questions précises justement, est-ce que vous faites appel à des intervenants extérieurs selon les cas de figure? Alors, oui, on va les voir 24 heures après enfin, dans les 24 heures de la sortie, on va les voir. Donc les gens, quand ils sortent de la maison de naissance, ils savent qui va les voir et à quelle heure. On reste d'astreinte pour eux si jamais il y a quoi que ce soit en fait qui se passe. Donc ils ont le tableau d'astreinte à la fin de leur 8e mois, enfin, au début du 9e mois, quoi. Et ils savent qui est d'astreinte et qui est appelé, etc. Et quand on va les voir, c'est des visites qui durent 1 heure à 1 heure et demie de temps. On va les voir les 4-5 premiers jours d'affilée. Voilà, ça c'est vraiment pour toutes les familles. Déroge pas, quoi. En tout cas, très rarement on déroge à ça. Parce que on attend de voir que l'allaitement se mette bien en place, voilà, et ça on peut vraiment l'attester dans les 4 jours, et que cliniquement tout le monde va bien, la mère, le bébé, qu'on a passé les risques infectieux, les risques d'ictère, etc. Donc on va passer les 4-5 premiers jours d'affilée, et après on va s'adapter en fonction des familles. Donc il y a des familles qu'on va voir tous les jours pendant 1 semaine par exemple, des familles qui au bout de 4 jours, il n'y a pas plus grand chose à se raconter, donc on va les revoir 2-3 jours après, voilà. Et en tout cas, la sécurité sociale, en ce moment en France, prend en charge les visites à la maison jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Donc, on va répartir nos visites dans ces 12 premiers jours, suivant ce que les familles ont besoin. Voilà. Et suivant nous, médicalement, ce que ça nous demande de faire. Donc, en moyenne, les familles, elles ont 6 à 7 passages des sages-femmes de la maison de naissance dans les 12 jours. Et quand tu demandais, oui, s'il y a des demandes particulières entre-temps, entre nos visites et tout ça, ça nous est déjà arrivé de passer 2 fois par jour à la maison de certains parents. Mais franchement, c'est très rare. Ça nous est arrivé 3 fois, je crois, en 7 ans. C'est vraiment sur des cas où il y a une perte de poids importante du bébé, il y a vraiment à revoir l'allaitement le soir, par exemple, voir que ce qu'on a pu voir ensemble le matin, comment ça se passe le soir, ou voilà, s'il y a eu des choses techniques en fait particulières qui ont été mises en place, de voir est-ce que c'est ok 6-12 heures après, voir comment ça s'organise. Et après, s'il y a des choses particulières qui sont en dehors de nos compétences, je pense par exemple à des femmes qui sont douloureuses dans le postpartum et qui auraient besoin de soins de kiné, par exemple, on peut travailler en réseau et pouvoir proposer aux parents, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent être présentes dans le postpartum. En tout cas, je pense que le suivi à la maison de naissance ne dit pas aux gens que ils doivent plus rien faire à côté, qu'il y a que la maison de naissance et que c'est que les sages-femmes de la maison de naissance qui doivent être là pour être dans leurs soins. Oui, bien sûr. Voilà, que ce soit la grossesse ou le postpartum, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup par nos invités, le fait de pouvoir cumuler les pratiques pour que ce soit complémentaire, justement. Et après, des fois, on va au-delà du 12e jour au domicile des parents, mais ça reste quand même assez rare. Et après le 12e jour, on propose aux parents une consultation au cabinet ou à la maison de naissance, suivant leur lieu d'habitation, etc. Parce que les territoires sont vastes. Enfin, le territoire de la Guadeloupe est assez vaste, mais c'est pareil dans toutes les maisons de naissance, je présume. Donc, on fait une visite à 3 semaines de vie à peu près. 3 semaines, 1 mois. Et après, on fait la visite postnatale à 1 mois et demi après l'accouchement. Et après, on essaie de réunir les gens qui étaient en préparation à la naissance ensemble, parce que nos préparations, on les fait en groupe, sauf s'il y a une demande particulière des parents, mais sinon, ça va se faire en groupe. Donc, il y a 3 couples, en fait, qui font les préparations à la naissance ensemble. Et donc, on essaie de les réunir 2 mois et demi après l'accouchement, où on fait une séance postnatale tous ensemble, en fait, si c'est au souhait de chaque famille. Ok. Ouais, c'est intéressant, ouais. Pour eux, en plus, c'est marrant. Ils voient l'avant et après des uns et des autres. Ça doit être assez intéressant comme situation. Ouais. Pour vous, en tant que professionnel, j'imagine, parce que vous devez sans doute entendre et constater des choses qui peut-être n'ont pas été dites ou vécues de cette façon-là, de votre point de vue au moment de l'accouchement ou quoi. Je pense et puis au niveau des parents, évidemment, vivre ça doit être assez chouette aussi.
il y a le revers aussi, c'est que des fois, les parents, ils ont pas accouché à la maison de naissance, il y a eu un transfert, il y a eu une naissance qui a été difficilement vécue Oui, ou bien quoi. sûr. Alors, vu que tu as précisé au bon vouloir des Voilà, c'est parents, ça. j'imaginais que si les parents sont volontaires, c'est qu'en l'occurrence, ils sont satisfaits, quel que soit l'issue, mais en tout Oui. cas, ils en sont satisfaits. Ouais. Ou alors que ils ont mal vécu, mais qu'ils ont envie de partager avec les autres. Et... Ils ont besoin d'en parler, Oui, quoi. c'est ça. Mm. Ouais. Qui sont prêts à le partager, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que des fois, il y a même des parents, en fait, tu sais, on les voit en consultation postnatale, et puis juste après, on a une séance de préparation à la naissance, par exemple, et je demande aux parents, est-ce que vous auriez envie de témoigner de ce que vous avez vécu pour l'accouchement, le postpartum et tout, aux groupes de préparation qui sont là, donc aux femmes aux familles qui sont là, enceintes de 7 mois, 8 mois. Et donc, il y a des gens qui sont OK, qui se prêtent au jeu, qui viennent témoigner. Et en fait, je repense d'une maman c'était son premier, elle est arrivée, 3/4 d'heure après, elle avait accouché. En fait, ça a été super rapide. Et c'était super intense pour elle. En fait, je la revois tourner dans le bain, à se dire, mais c'est pas possible et tout. En fait, mais c'est tellement fort, mais comment c'est possible et tout. Et en fait, oui, ça a été vraiment rapide son accouchement. Et en fait, quand elle est venue le raconter en séance de préparation à la naissance, elle a dit non, mais en fait ça va, hein. Oui, oui, c'est fort, hein, mais non, mais ça va, hein. Franchement, c'était. Donc c'est trop drôle. Bon, moi j'ai rien dit, mais c'est trop drôle de voir comment elle l'avait vécu et comment Eh un oui. mois et demi après, en fait, elle le raconte et puis elle se dit non, mais bon, oui, oui, c'est fort. Elle dit mais ça va, hein. C'était. Le fameux état de conscience modifié. Oui, c'est ça. Donc voilà, de voir les gens qui racontent la naissance, en fait, comment ça s'est passé, mais en fait souvent c'est drôle parce qu'on se dit c'était pas tout à fait comme ça pour toi quand tu y étais, mais là maintenant il y a le Ouais, c'est temps qui est intéressant. passé, il y a autre chose qui est passé et c'est surtout le fait que c'est un événement qui est tellement c'est un trésor en fait qui arrive à l'accouchement et c'est tellement baigné de joie, enfin pas forcément de joie, mais le plus souvent quand même de joie, de positif. On est tellement blindé d'ocytocine que ce qu'on va rencontrer derrière, c'est complètement différent. Ouais, l'empreinte que ça laisse dans le corps et dans le cerveau, c'est quelque chose. Ouais. C'est ça. Je pense qu'on a fait globalement le tour de la thématique, mais j'aimerais questionner quelque chose de peut-être un peu moins rigolo, mais qui me paraît essentiel malgré tout pour terminer tout ça. Comment vous détectez tous les non-dits qui peuvent survenir au moment du postpartum? Je pense notamment aux tabous qui peuvent être liés à des difficultés au niveau de l'allaitement ou de la dépression. On sait qu'aujourd'hui, le suicide maternel dans la première année de vie du bébé est la première cause de mortalité chez les femmes. C'est assez triste comme constat, mais malgré tout, c'est des femmes qui se retrouvent souvent isolées, pas forcément physiquement, hein, je veux dire, mais dans leur tête, dans leur ressenti, qui osent pas parler de tout un tas de pensées qu'elles ont, que ce soit vis-à-vis d'elles-mêmes ou vis-à-vis de leur enfant. Et comment vous pouvez, vous, peut-être détecter tout ça et proposer des accompagnements alors divers et variés, parce que là, je parle de ce chiffre qui est sorti il y a quelques mois et qui me paraît important à rappeler pour le prendre en compte et prendre soin de toutes ces femmes, mais ça peut être aussi sur les aspects de l'allaitement, ça peut être aussi sur des difficultés pratico-pratiques du quotidien, hein, le portage, le cododo, l'organisation tout simplement, hein, des repas, du ménage ou toutes ces choses-là. Mais dont les gens n'osent pas forcément vous parler, mais que vous ressentez lors justement de ces visites à domicile. Ouais, c'est une grande question. C'est pas simple et je pense enfin, en tout cas moi je me sens humble là-dessus de dire que tu sais, on peut pas tout dépister, on n'est pas. Enfin, c'est compliqué Oui, quoi. C'est évidemment. des questions c'est vraiment, c'est des situations qui sont vraiment difficiles. Bon, et puis je pense que quand il y a une femme qui se suicide, on peut pas dire qu'il y a 10 personnes qui ont vu autour qu'elle allait se suicider, qu'ils ont rien fait. Enfin, c'est complexe. Oui, bien sûr. Alors, pour moi aussi, là, c'est toute la puissance du suivi global, c'est qu'on connaît les gens, on voit qui ils étaient avant, comment ils se transforment, en fait, en tant que parents, comment ça se passe, en fait, en eux, dans leur couple. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup en préparation à la naissance parce que on va mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à leur expliquer ce que c'est que le postpartum. Et pour nous, c'est super important que pendant les 40 premiers jours,
la femme, elle puisse vraiment se reposer dans son lit, qu'elle puisse être le plus couchée le plus possible, en fait, qu'elle puisse avoir cet espace de repos, parce que dans le suicide, je pense qu'il y a aussi beaucoup de surmenage, et que le surmenage, ça permet pas l'adaptation au bébé, au nouveau rythme. Et quand je dis au bébé, ça peut être le nouveau rythme de la famille aussi, parce que c'est pas forcément, que le bébé, ça peut être toute l'organisation de la maison en fait qui est touchée, et beaucoup sensibiliser la famille, les accompagnants que la femme va avoir autour, parce qu'elle n'est pas seule en fait. Et c'est pas de sa seule responsabilité, par exemple, d'allaiter un enfant, c'est pas sa seule responsabilité de se dire que tout à coup, le seul geste qu'elle a trouvé à faire, c'est se suicider, quoi. Voilà, on en parle beaucoup en préparation à la naissance. Après, on passe beaucoup de temps au domicile des gens, 1 heure et demie. Mais moi, là, il y a une situation qui dernièrement, quand je dis ça, ça résonne vraiment avec une situation que j'ai eue vraiment tout récemment. En fait, c'est pas évident parce qu'il peut y avoir des tabous dans le fait où, vous avez vu tout le long de l'interview sûrement ma joie à accompagner une naissance naturelle, à me dire que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me porte beaucoup, que je trouve incroyable. Mais en fait, il y a des femmes aussi qui peuvent accoucher en maison de naissance et qui peuvent être pas satisfaites de ce qu'elles ont vécu, en fait. Oui, elles l'ont fait. Oui, elles n'ont pas demandé de péridurale pendant le travail. Elles ont été soutenues, elles ont été accompagnées, il y a eu un bon cadre, etc., etc. Mais en fait, elles n'avaient pas imaginé ça, quoi. Elles n'avaient pas imaginé que c'était ça l'accouchement. Et après l'accouchement, elles se retrouvent, elles sont fatiguées. En fait, l'accouchement, c'est éprouvant physiquement. Elles avaient sûrement imaginé que après l'accouchement, 2 jours après, elles allaient pouvoir aller gambader et puis se remettre tranquillement. Mais non, en fait, il y a encore toute cette phase du postpartum où on est douloureuse dans notre corps. L'allaitement, ça peut être compliqué. C'est pareil, l'allaitement, on imagine que c'est quelque chose de facile, de naturel, de spontané. Et en fait, on peut se retrouver des crevasses. Et ça fait horriblement mal d'avoir des crevasses. Voilà. C'est un signe du corps qui dit, attention, il y a une grosse alerte. Le bébé n'est pas bien nourri, donc en fait, c'est de la survie d'espèce, donc ça fait très mal tout ce qu'on va pouvoir avoir sur les seins. On est en train de saigner, il y a pu y avoir une déchirure du périnée, il y a une descente d'hormones, mais pour moi, c'est pas que de l'ordre hormonal. Mais tout ça fait que c'est intense, quoi. On se retrouve dans notre place de maman, alors confronté de différentes façons, si c'est le premier, le deuxième, etc. Mais quand c'est le premier, on peut avoir vraiment il y a un lien psychologique qui se fait entre la mère qui vient d'accoucher, sa propre mère et l'enfant. Il y a une vraie triade là qui se fait dans le postpartum. Et en fait, il peut y avoir plein de choses qui ressortent aussi de l'enfance, à se dire mais comment on a pu me traiter comme ça aussi quand j'étais enfant, alors que là moi je suis avec mon bébé, je le trouve c'est une merveille en fait, et comment on a pu ne pas prendre soin de moi par exemple quand j'étais enfant. Donc il y a tellement de choses en fait qui sortent à ce moment-là que des fois même, c'est pour ça que je dis que je le prends de façon très humble, parce que même des fois nous en tant que professionnels, même si on est le plus bienveillant possible, et puis comme je vous disais, dans notre temps aussi en tant que personne, avec une famille qu'on accompagne à la fois. Moi quand je vais au domicile des gens, je me dis pas si j'ai besoin de passer 2 heures, je vais passer 2 heures en fait. Je me sens pas contrainte par le temps. Mais même dans ces situations-là, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Et il y a des vécus qu'on peut avoir que les gens vont pas nous dire, parce que il y a aussi du tabou à se dire, mais tu sais, si je lui dis qu'en fait mon accouchement il était à la maison de naissance, mais que ça a été vraiment dur pour moi en fait, comment elle va le recevoir? Il peut y avoir aussi tout ça qui se joue en fait. Pareil pour l'allaitement. Moi je me suis pas présentée comme ça, mais je suis consultante en lactation, et on est plusieurs consultantes en lactation à la maison de naissance. Mais en fait, pour nous c'est tellement quelque chose d'important. Moi, je respecte tous les choix que les gens puissent faire, c'est clair, mais je vais donner beaucoup d'enthousiasme à accompagner l'allaitement, parce que c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît, comme je vous raconte là les accouchements naturels, que il y a peut-être des familles qui vont pouvoir se brimer à se dire, tu sais, si je lui dis qu'en fait allaiter c'est pas mon truc, comment ça va être reçu, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment je prends très humblement, parce qu'en fait, et là cette expérience récente me fait dire que voilà, la mère est pas forcément contente du vécu de son accouchement. L'allaitement, en fait, c'est pas quelque chose qui lui parle. En fait, c'est compliqué pour elle, c'est douloureux. Il y a tout un tas de trucs, un faisceau qui se fait autour. Mais même nous, dans notre accompagnement, ça peut être compliqué de dépister ça, en fait. Et je pense que le fait d'avoir plusieurs ressources, voilà, parce que j'ai pu comprendre que cette femme avait un mauvais retour de son accouchement, un mauvais retour de son allaitement, par une collègue qui l'a vu, en fait, et à qui j'ai dit, écoute, tu sais, si tu as envie de parler d'allaitement avec quelqu'un d'autre, tu peux aller voir
un tel, elle est consultante en lactation, elle va pouvoir t'accompagner d'une autre façon, avec un autre regard que moi, très certainement. Et donc, c'était cette collègue qui m'a dit, tu sais, en fait, voilà, elle n'a pas forcément bien vécu ça, et l'allaitement, c'est ça qui est difficile pour elle et tout. Donc, je pense que le fait d'être plusieurs autour des familles, et on le dit, il faut un village pour élever un enfant. C'est pas que ça pour moi, il faut un village pour porter une femme qui vient d'accoucher, en fait, qui traverse un postpartum. Il y en a, ça va être très fluide, et puis il y en a, tu sais, ça va être plus compliqué, et on est tous complémentaires, on va tous avoir des sensibilités différentes pour un truc ou l'autre. Et les femmes, elles vont aussi se sentir plus en confiance, en possibilité de dire des choses qu'elles n'auront pas pu dire à un autre professionnel. Et voilà, et moi, je trouve ça super de pouvoir se compléter, toujours dans une dynamique d'empathie, de bienveillance, d'avoir le temps avec les gens, de pouvoir les laisser déposer, quoi. Ouais. Merci pour tout ce partage. Avec grande joie. Je sais que, bon, voilà, on arrive sur la fin de notre épisode et que c'est pas forcément le moment où tu auras le plus rigolé pendant cette interview. Mais oui, c'est intéressant, je pense, d'aborder quand même la question. Ouais, c'est super important. Et maintenant qu'on a fait quand même le tour de toutes ces sensations, de tout ce vécu de sage-femme, est-ce que tu pourrais nous partager ce que ça t'apporte personnellement, le fait de travailler en maison de naissance ? Alors, est-ce qu'on a encore 1 heure devant nous? Alors, Non, je plaisante. Non, mais pour faire bref, en tout cas, moi, ça m'apporte vraiment beaucoup de joie. Je trouve que c'est super intéressant parce que ça m'a beaucoup ouvert personnellement à pouvoir m'adapter aux familles et tout, parce qu'il n'y a pas de style de gens qui viennent accoucher en maison de naissance. Il y a tout le fait de vouloir accoucher naturellement, c'est universel. Donc, on n'a pas une catégorie de gens qui viennent accoucher en maison de naissance. Donc, c'est super divers en fait, c'est super ça fait beaucoup travailler l'adaptabilité, beaucoup travailler la patience, vraiment parlant dans ma vie de pouvoir faire mon métier comme ça en tout cas. et avant de se dire au revoir, est-ce que tu pourrais nous partager une astuce que tu aimes particulièrement pour donner aux personnes qui préparent notamment leur accouchement physiologique et qui nous écouteraient aujourd'hui? Moi, je leur dirais de vraiment se faire confiance en tant que garante de cette vie-là. C'est-à-dire que ça fait 9 mois qu'elles sont en contact avec leur bébé, qu'elles ont créé une connexion avec lui, que oui, on est professionnel, oui, on avait fait plein de naissances, on a fait plein de trucs et tout. Mais en fait, ce bébé-là, dans cette vie-là, dans cette femme-là, en fait, c'est unique. Il y a qu'elles qui peuvent le vivre. Et moi, j'encouragerais ces femmes à vraiment se faire confiance pleinement. Elles ont toutes les capacités. Il n'y a pas un truc qui va faire qu'elles vont pouvoir accoucher. C'est vraiment, tout est en elles, en fait. Elles sont déjà en train de le faire avec la grossesse. Elles se sont pas posé la question de est-ce qu'elles vont pouvoir donner assez de nutriments à leur bébé. Elles le font. Et en fait, c'est pareil pour l'accouchement. Elles sont tout à fait capables de le faire. Et de vraiment pouvoir s'écouter un maximum quand on a choisi d'accoucher naturellement, de pouvoir être dans le milieu où on sent qu'on est le plus en sécurité médicale, avec les bonnes personnes pour nous. Si c'est pas le cas, autant en changer et vraiment trouver ce qui pour nous, et c'est singulier et unique. C'est-à-dire que personne ne va avoir la même définition de ce qu'il pense de la sécurité médicale, d'être le plus possible dans ce qu'on ressent nous et pas dans ce qu'attend la société de ce qu'on doit ressentir. Voilà. Et pour les accompagnants, de vraiment se faire confiance sur ceux qui savent de la mère, en fait, qui est en train d'enfanter parce qu'ils la connaissent bien, en fait. Voilà. Il a vraiment, quand je pense à toutes ces familles qu'on a accompagnées, en fait, même si ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, parce qu'il y a des fois, il y a des bébés qui arrivent tellement vite que ça fait pas longtemps que les couples sont ensemble. Oui, mais ça fait quand même 9 mois qu'ils sont avec la femme, en fait, en train de l'accompagner dans ce processus. Pour parler des pères et puis des accompagnants qui sont à côté, possiblement, ça fait longtemps qu'ils connaissent la femme le plus souvent. Voilà, qu'ils se fassent confiance dans ce qu'ils sont capables de mettre en place, parce qu'en fait, accompagner une femme qui accouche, ça demande beaucoup d'empathie, mais ça demande pas grand-chose de technique, entre guillemets. Oui, pour la sécurité médicale, on a tout un épisode à ce sujet qui traite de cette différence de sentiment de sécurité médicale et où se situe chacun aussi. Merci en tout cas, Laurette, pour tout ça, de nous avoir partagé toute cette dimension de ton métier, toute cette sensorialité ou cette sensibilité des sages-femmes. C'est une dimension qu'on estimait très importante et du coup, ça nous tenait à cœur de faire une thématique sur ça. Merci de m'avoir invité et puis merci pour les questions qui étaient vraiment super inspirantes pour moi. Voilà. Ouais, super, merci. On espère du coup que les réponses pourront aussi permettre aux auditeurs et aux auditrices de comprendre un peu cette subtilité dont tu parles régulièrement durant cet échange et puis tout ce positionnement entre phase active, phase d'observation, voilà, tout ce qu'on a pu échanger aujourd'hui. Et pour finir,
Merci, déjà. Et on te souhaite, comme toujours, une belle carrière, pleine de jolies naissances. Merci beaucoup. Ouais, bonne continuation avec les podcasts. Bravo. Merci. Merci pour le moment partagé, Laurette. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Laurette. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.